Bonsoir, bienvenue à notre conférence de ce soir qui tourne autour du sujet d'urgence climatique. Et c'est un grand plaisir d'avoir d'abord un grand expert avec nous, Benoît Lenel, et je vais le présenter en détail tout à l'heure, mais qui vient de Rouen, vice-président de Rouen, grand expert des questions du changement climatique et surtout des conséquences sur les côtes, sur tout ce qui concerne les côtes et aussi l'arrière pays des côtes. Euh, je suis très contente d'avoir un public jeune ce soir et ce sont les résidents de la maison Heinrich Heine que je salue parce qu'il faut dire que, et c'est ce que je viens de vous expliquer, euh, tout a démarré d'une idée du comité qui voulait faire une promenade le long de la côte normande et faire une grande promenade entre Fécamp et Étretat. Moi, je me suis un peu opposée parce que je me suis dit, je peux pas prendre, bon, si j'ai une responsabilité, encore, ça serait à discuter, mais si je donne mon conseil, il faut faire très attention parce que c'est une côte qui peut être très dangereuse parce qu'il y a beaucoup de falaises et beaucoup de possibilités de glisser, etc. Moi, j'ai déjà vu quelques résidents peut-être en danger. Et c'est pour ça on a discuté avec le comité. On a dit, bon, pourquoi ne prendre cette côte qui est en danger, qui fait face aux urgences climatiques, qui est conséquence, c'est tout ce qui se passe sur cette côte, et ça c'est visible, l'apparition des falaises, etc. Tous ces changements, changements dus notamment au changement climatique, peut-être pas uniquement, mais surtout aussi dans cette ampleur, en tout cas, peut faire, disons, part au parti d'un projet pédagogique. Et comme ça, nous avons, avec le comité des résidents, et c'était, je pense, très heureux exemple de travail, nous avons construit ce sujet de l'érosion côtière normande pour voir quelles sont les raisons derrière. Et il y a un groupe de travail qui a été monté, il y a des documents qui ont été aussi diffusés. Je ne sais pas s'ils ont été lus. En tout cas, ce sujet prend encore deux formes. Alors, la conférence comme une excellente introduction à ces thématiques ce soir, et une visite sur place de la part des résidents qui vont ce samedi, c'est-à-dire le 19, hein, c'est ça, 19 mars, prendre le car, hein, parce qu'ils ont organisé tout un car. Il y a une bonne cinquantaine d'étudiants de la maison, d'autres maisons de la cité et aussi des amis, si je suis bien renseignée, qui vont prendre le car pour aller sur place à Étretat, avoir une visite guidée sur place, des échanges avec des associations qui se sont créées, peut-être aussi voir le maire d'Étretat. Je ne sais pas si c'est confirmé entre-temps, mais en tout cas, ça serait fortement utile et très, très heureux pour vous. Et de toute façon, tout ça, maintenant, entre dans un contexte d'une meilleure connaissance et compréhension de ce qui se passe sur cette côte. Il faut dire que toutes les questions liées au changement climatique ont pris des dimensions énormes ces dernières années. Il y avait je veux juste rappeler l'apparition de ce mouvement de jeunes, parce que c'est notamment aussi un souci pour les jeunes générations, qui a donné lieu à la création de Fridays for Future. Je pense aussi que beaucoup d'étudiants à la cité universitaire sont passionnés par ce thème, qui est notamment aussi associé à l'eau et à la gestion des risques
naturels dus au changement climatique. Nous avons vu qu'il y a des chercheurs au niveau mondial qui travaillent là-dessus. Il y a aussi des chercheurs au niveau régional dont vous faites partie, mais vous faites partie des deux. C'est pour ça qu'on a la grande chance d'avoir vraiment un expert qui connaît aussi bien le niveau international que régional, que tout à fait local aussi. Ça c'est vraiment l'arrière-fond de ce que de la thématique qu'on va exposer ce soir. Au niveau, juste pour déjà donner quelques indications, au niveau international, c'est notamment le travail du GIEC international dont le siège se trouve à Genève, qui est important. GIEC, peut-être tous ceux qui lisent les journaux, vous avez, et attentivement les journaux, vous avez peut-être au mois d'août lu beaucoup d'articles sur le dernier rapport de ce GIEC. Et GIEC veut dire groupe... c'est groupe... nous, on le voit. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ce qui donne en français GIEC. L'autre expression, l'autre acronyme, c'est IPC, c'est la même chose. Ça, c'est International Platform on Climate Change. Et le siège, j'ai déjà dit, se trouve à Genève. C'est un organe des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, et aussi de l'Organisation météorologique mondiale, le OMM. Et ce GIEC international est chargé d'évaluer les travaux scientifiques consacrés au changement climatique, composé d'ailleurs de 195 États membres. Il dispose de plusieurs groupes de travail, publie des rapports très attendus, et le dernier est celui que j'ai cité, qui vient d'être complété par une deuxième partie publiée au mois de février. Et les réactions au nouveau, et après je vous laisse tout de suite la parole parce que vous allez maintenant nous renseigner sur cette thématique très complexe et technique aussi. Les réactions au nouveau rapport du GIEC publié le 28 février ont donné lieu à une confusion d'adjectifs pour tenter de résumer la réalité décrite par les scientifiques. C'était un tableau désastreux, des risques terribles, des conséquences catastrophiques et une situation désespérée. Voilà des qualificatifs pour ce rapport. Et devant tous les impacts de ce rapport et liés à l'urgence climatique, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a parlé d'un atlas de la souffrance humaine. Et je le cite, Guterres dit « J'ai vu de nombreux rapports scientifiques dans ma vie, mais rien de comparable à celui-ci. Près de la moitié de l'humanité vit dans la zone de danger maintenant. De nombreux écosystèmes ont atteint le point de non-retour maintenant. Les faits sont indéniables. » Voilà le triste constat. Et maintenant, on attend la communication de Benoît Léniel. Je vous remercie chaleureusement d'être venu. Vous êtes, pour vous situer, parce que vous avez beaucoup de connaissances, ça va se voir tout de suite. Vous êtes professeur en géosciences et environnement à l'Université de Rouen, Normandie, et celui-ci de 2004. Vous êtes chercheur dans le laboratoire de recherche morphodynamique continentale et côtière. Vous êtes, comme je viens de dire, membre expert de l'IPCC ou GIEC international et coprésident avec votre collègue Stéphane Costa du GIEC normand.
J'ai déjà dit aussi que, par ailleurs, vous êtes vice-président de l'Université de Rouen-Normandie, chargé, et ça c'est lié avec cette thématique, chargé du développement durable et de la responsabilité sociétale. Intéressant ce titre. Et puis, vos nombreuses recherches, vous allez sans doute parler de cela. Et je peux aussi mentionner que vous faites partie aussi d'un groupe de recherche de la NASA. Et ça, on va voir aussi, j'espère, après, parce que ça, c'est particulièrement intéressant. Maintenant, merci beaucoup et je vous laisse la parole. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation et je suis très heureux d'être présent parmi vous. Et donc, ma conférence, ma présentation, comme vous l'avez dit, portera sur l'urgence climatique et avec un zoom sur les environnements côtiers et sur la Normandie, mais pas seulement que la Normandie. Il y aura toute une partie d'abord un peu plus globale et ensuite on fera un focus sur la Normandie. Alors, je vais pouvoir aller vite, puisque vous l'avez présenté, le GIEC. C'est exactement ce qui est écrit là, donc c'est pour ça que je l'avais basculé à un moment donné quand vous présentiez. Donc oui, les travaux que je vais vous présenter, c'est des synthèses qui ont été réalisées par le GIEC international IPCC, et puis par le GIEC normand. Comme vous avez tout dit, finalement, juste que complément, effectivement, là, on arrive dans le 6e rapport de synthèse, et le 6e rapport de synthèse, il a 3 volumes. 3 volumes. Il y a eu un premier volume qui est paru en août, qui était sur les caractéristiques physiques du climat. Le 2e volume dont vous avez parlé, qui était sur les impacts, les vulnérabilités et l'atténuation. Et il y aura un 3e volume qui sortira bientôt, parce que la semaine prochaine, je serai de la délégation française pendant 2 semaines, parce qu'il faut savoir que les volumes sont associés aux volumes. On a des résumés pour les décideurs, et les résumés pour décideurs sont négociés entre pays. Et pour négocier 40 pages, il faut 2 semaines. Voilà. Et donc, dans un peu plus de 2 semaines, le dernier volume du GIEC paraîtra avec son résumé pour le décideur. Alors, pour le GIEC normand, alors il faut savoir qu'il y a un GIEC normand, mais il y a aussi un GIEC local de la métropole de Rouen qui avait été monté. Alors, je suis coprésident du GIEC normand et président du GIEC local de la métropole de Rouen, qui avait été aussi monté pour voir aussi les conséquences du changement climatique à cette échelle-là. Alors, les deux GIEC, l'idée, c'est, on est bien moins nombreux, bien évidemment, que le GIEC international, mais c'est de faire un état des connaissances. On fait un état des connaissances sur la base de publications scientifiques sur le changement climatique et ses conséquences sur le territoire normand ou de la métropole de Rouen. Alors ça, c'était la première phase du GIEC, et on est passé ensuite dans une seconde phase qui est, on a fait un peu une tournée auprès des chambres d'agriculture, des élus, des entreprises. Pourquoi ? Parce que l'idée, après, c'est d'informer, sensibiliser les décideurs, les populations, les acteurs du territoire, pour justement massifier l'action, pour lutter contre le changement climatique et justement réfléchir ensemble à des mesures d'atténuation et d'adaptation et les réfléchir collectivement. Alors si vous êtes intéressé, je vous ai indiqué ici le lien. Donc vous avez un lien et vous avez donc sur ce lien le résultat de tous nos travaux, à la fois des vidéos, à la fois des ultrasynthèses en 4-5 pages et puis après les notes plus longues pour ceux qui sont intéressés. Alors, ma présentation va être focalisée quand même sur les zones côtières. Et avant d'aller sur le changement climatique lui-même, il est quand même important de rappeler ce que sont les zones côtières et le contexte. Donc, il faut savoir que les zones côtières, c'est des environnements avec des forts enjeux économiques et écologiques. Quelques chiffres ici, ou quelques représentations plutôt. Il faut savoir que on a des densités de population très importantes sur les zones côtières, une urbanisation donc importante, des activités industrielles, portuaires et touristiques très fortes. Quand vous regardez cette carte mondiale, ce qui apparaît en rouge, c'est là où vous avez les plus fortes densités de population, et on voit qu'il y a de nombreuses villes sur les côtes avec des très fortes densités.
Du point de vue français, on a un très fort développement aussi du littoral français. Vous voyez, il y a 7 millions de personnes qui vivent dans les villes côtières. Et quand on regarde les densités de population ou le taux d'urbanisation, il est 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale. Le problème, c'est que ces zones côtières sont soumises à ce qu'on appelle impact anthropique et changement climatique, mais j'y reviendrai. Alors, ce qui est aussi important, c'est il y a différentes définitions des zones côtières, et suivant vos interlocuteurs, on ne vous donnera pas forcément la même définition. La côte, suivant les définitions, ça peut être quelques centaines de mètres de part et d'autre, finalement, de la limite terre-mer du littoral, mais pour d'autres, c'est plusieurs kilomètres. Donc, il faut savoir que déjà, ça rend les définitions ne sont pas forcément les mêmes selon les scientifiques et suivant les acteurs, donc ce qui déjà ne simplifie pas les choses. Ensuite, ce sont des environnements très complexes. On a des contextes morphologiques, c'est-à-dire des formes, des contextes sédimentaires, de l'hydrodynamique, de la biologie très très variée et très complexe. Vous voyez quelques photos. Dans ces environnements, on a aussi bien des côtes rocheuses. Vous verrez celle d'Étretat. On a des plages sableuses, des plages à gravier, des plages à galets. Vous en verrez aussi à Étretat, c'est des plages à galets. Vous avez des dunes, vous avez des baies. Les estuaires et les deltas font partie des environnements côtiers. Vous avez des zones humides. Et puis, dans ces environnements, on a une forte variabilité des niveaux d'eau. Pourquoi ? Parce que y a les courants marins qui jouent, il y a la marée, il y a les vagues, il y a les tempêtes qui entraînent des gonflements de l'eau, il y a l'élévation du niveau des mers, il y a les apports par les rivières, les apports par les nappes souterraines. Et tout ça joue sur ce qu'on appelle l'hydrodynamique, donc fait varier les niveaux d'eau et fait que c'est difficile à étudier ces environnements. Et puis, bien évidemment, ces environnements ont des forts enjeux économiques. C'est des écosystèmes très productifs sur la planète. Ils régulent les flux d'eau, les flux de nutriments, de carbone, de sel. Ils filtrent les polluants, notamment dans les zones humides. Ce sont des corridors pour les poissons migrateurs, des aires de repos aussi pour les oiseaux migrateurs. Donc, vraiment des enjeux écologiques très importants. Et puis, comme je le disais, ils subissent des impacts forts, des impacts humains, ce qu'on appelle l'impact anthropique, forte urbanisation, j'en ai déjà parlé, des activités industrielles importantes, touristiques, si bien que l'homme a profondément changé ces milieux, d'un point de vue de forme, d'un point de vue de la sédimentation, de la biologie, et sans parler des pollutions. Et puis s'ajoute le changement climatique. Et le changement climatique, il se marque, vous avez tous entendu parler de l'élévation du niveau des mers, mais aussi il se marque aussi, selon les régions, par l'augmentation des événements extrêmes, tempêtes, ouragans, crues de rivières littorales, et si bien que ces environnements ils sont qualifiés comme des zones multi-aléas, multi-risques. Du recul du trait de côte, de l'érosion, vous avez de l'inondation avec différents phénomènes, vous avez des problèmes de dégradation, de pollution de l'eau. Donc c'est vraiment aussi des zones où on a des forts impacts. Et là, je vous ai indiqué un chiffre qui est un chiffre de l'OCDE, ça c'est à l'échelle globale. Les dommages qui sont liés aux phénomènes hydrométéo-marins, donc c'est l'ensemble des phénomènes, en 2005, ils ont été estimés sur les côtes à 3 000 billions de dollars. Et c'est 5% du PIB moyen annuel. Et en 2070, du fait du changement climatique, et on verra dans les prochaines diapositives ses conséquences, ce chiffre il pourrait être multiplié par 10. Donc on va maintenant aller sur l'échelle globale. Et avant d'aller sur la zone côtière elle-même, je vais vous donner des informations sur ce qu'on connaît sur le changement climatique à l'échelle globale. Et j'ai pris les paramètres qui ont une influence sur la côte. Tous ces paramètres-là ont une influence sur la côte. Alors un paramètre important, bien évidemment, c'est l'élévation de température. Donc le GIEC a indiqué que l'élévation de température, quand on compare la période de 1850-1900 avec la période 2011-2020, on a une augmentation de température de un peu plus de 1 degré. Et ce qu'on connaît moins, vous voyez, c'est la courbe. Alors moi, je l'ai à l'envers, donc j'ai essayé de ne pas me tromper. Vous voyez, c'est un chiffre moyen d'élévation de température. Or, ça ne se fait pas, vous voyez, il y a beaucoup de variations. Nous, ce qu'on vous donne, c'est une moyenne. Mais vous voyez, il y a des sauts comme ça dans l'évolution. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que ce réchauffement climatique, si on part de 1900, il se fait en 2 phases. Vous voyez, il y a une première phase, là,
d'élévation, 1900 jusque dans les années 40. Puis il y a une phase où c'est stable, 40-70. Hein. Et puis à partir de 70, ça réaccélère. Hein. Autre élément, je dirais que même ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder comment ça se répartit sur la planète, cette élévation de température. Et là, c'est ce qu'il y a sur ce document. Vous voyez que les couleurs, elles sont toutes rouges. Hein. Orange, rouge, violette. Eh bien, à l'exception peut-être un peu de l'Atlantique, où c'est plutôt stable, mais vous voyez, sur toute la planète, on a vraiment un réchauffement, hein, quand on regarde ces données historiques. Et vous voyez que ce réchauffement, il peut être bien au-dessus de la moyenne, hein, dans certaines zones, en Arctique, notamment en Amazonie. Alors les projections elles-mêmes, les projections vous montrent que ça va continuer malheureusement. Alors vous voyez, il y a plusieurs courbes. Qu'est-ce que c'est que ces courbes-là? C'est les scénarios qu'on utilise au GIEC. On utilise plusieurs scénarios. Et ces scénarios sont basés sur le fait que on va aller d'un scénario où on aurait, vous voyez, le scénario qu'ici, on arrive sur une stabilité. Hein, ça, c'est le scénario vers lequel on voudrait aller dans le cadre de la COP21, c'est-à-dire le fameux 1,5 degré. Là, ça veut dire que c'est le scénario où on met en place une politique vraiment climatique, hein, et on réduit les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, il y a le scénario ici, tout là-haut. Le scénario tout là-haut, là, c'est le scénario où on ne met pas en place de politique climatique et qu'il n'y a pas de réduction, finalement, des émissions de gaz à effet de serre. Et finalement, quand on prend la moyenne des modèles, on serait sur des élévations de température entre 1 à 4 degrés. Mais on pourrait monter même jusqu'à 6 degrés d'élévation de température. Et je vous ai indiqué ici 3 cartes qui montrent si on prend une élévation avec une température moyenne de 1,5 degré, qu'est-ce que ça donne sur tout le globe? Et puis à l'inverse, on prend une élévation à 4 degrés, qui est la moyenne, et on voit ce que ça donne sur l'ensemble du globe. Et vous voyez que si on va vers la carte la plus rouge ici, pour une élévation de température moyenne sur le globe de 4 degrés, on aurait, dans certaines régions du monde, des élévations de température qui pourraient aller jusqu'à 7 degrés. Ce qui est vraiment énorme. Ça, c'est les températures. Et on verra que ça a une influence, bien évidemment, sur la zone côtière avec la fonte des glaces et l'élévation du niveau des mers. Autre élément important, c'est les pluies, les précipitations. Les précipitations, le schéma général sur les précipitations, c'est que lorsque vous augmentez la température, vous évaporez l'eau et l'humidité. Et donc, ça veut dire que vous avez davantage de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et si vous avez une surconcentration de vapeur d'eau dans l'atmosphère, vous avez ensuite condensation et vous avez plus de pluie. Donc, la logique veut que si on augmente la température, on a sur Terre plus de précipitations. Et c'est ce qu'on observe. Vous voyez, les précipitations moyennes mondiales ont augmenté de 3%. Mais ce n'est pas ça le plus important. Sur la carte, vous voyez que on a une carte avec du bleu et du marron, ici, pour une période donnée. Et puis, on compare 1901-2010 à la période la plus récente. Et vous voyez les couleurs, on a plus de bleu sur la carte et plus de marron. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bleu, c'est quand il pleut davantage. Le marron, c'est quand il pleut moins. Eh bien, ce qui se passe, quand on regarde, c'est qu'on augmente le contraste entre pays sur les précipitations. C'est-à-dire que les pays où il pleut peu, eh bien, il pleut encore moins. Et les pays où il pleut actuellement, il pleut encore davantage. Et quand on prend... Ça, c'est ce qu'on observe dans nos données. Donc, on augmente les inégalités, finalement, parce qu'on verra qu'on va augmenter les inégalités sur les ressources en eau. Et vous voyez ici, c'est la précédente carte, c'était les données historiques enregistrées. Là, c'est les projections. Les projections, vous voyez... si on prend notamment la température moyenne de 4 degrés, vous voyez, mes couleurs, elles contrastent de plus en plus entre le marron, et là, c'est plus du bleu, c'est du vert. Eh bien, ce dont je viens de vous parler, ça va encore s'intensifier, ce contraste entre zones climatiques. Alors, tout ça, bien évidemment, si on parle d'augmentation de température, diminution, dans certains endroits, augmentation de pluie, dans d'autres, diminution de pluie, on va aller vers des sécheresses, quand on diminue la pluie et quand on augmente les températures. Et là, donc, ça veut dire que les événements extrêmes vont s'intensifier.
Ici, vous avez représenté, alors c'est le GIEC, justement dans le volume 2, le dernier rapport, on a subdivisé, vous voyez, on devine les continents, l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Le globe est divisé en grandes zones, en 45 grandes régions climatiques. Et quand on regarde les données, eh bien on s'aperçoit que vous voyez, en termes de canicules, sur les données historiques, eh bien 41 régions sur les 45 ont été touchées par des canicules qui se sont déjà intensifiées. Et les projections indiquent que la fréquence et la durée de ces canicules va continuer à augmenter. Un exemple, alors c'était les anciens scénarios, mais c'est toujours valable. Vous voyez, je vous ai mis la France. La France, les canicules aujourd'hui, c'est 0 à 10. Et puis vous avez donc les 3 scénarios, l'optimiste et le pessimiste. Eh bien, en 2100, on pourrait se trouver, suivant les scénarios et les régions, entre 3 et 52 jours de canicule par an. Et le 3, c'est le scénario le plus optimiste, et malheureusement pour nous, il n'est pas réaliste actuellement au vu des émissions de gaz à effet de serre. Donc on sera plutôt entre 10, 20 à 50 jours de canicule par an selon les régions. Les événements extrêmes de précipitations intenses qui vont conduire à des inondations. Là aussi, sur les données historiques, eh bien, le constat est que sur nos 45 régions, on a déjà 19 régions dans le monde qui sont touchées par ces précipitations intenses, extrêmes, et les crues et les inondations. Et les projections indiquent là aussi que, malheureusement, la fréquence et l'intensité va continuer à augmenter, même sur le scénario à 1,5 degré. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même rester sur le 1,5 degré, parce que ça augmente, mais pas trop, alors que sur les autres scénarios, ça augmente beaucoup. Ça, c'est une étude assez récente dans la revue Climate, en 2018, où justement, c'était un travail sur le risque d'inondation, alors qui n'est pas que les rivières côtières, qui est l'ensemble des rivières et des fleuves. Et cette étude était assez intéressante. Alors, elle met en avant le risque d'inondation lié au changement climatique, mais pas seulement le changement climatique, parce qu'elle est aggravée aussi par l'urbanisation croissante. Parce qu'avec l'urbanisation croissante, on imperméabilise les terrains. Et donc, on augmente aussi le ruissellement et les inondations. Et pour un scénario de plus 3 degrés Celsius, alors ça, c'est à l'échelle de l'Europe. Il y a un calcul qui a été fait que les dommages liés au débordement de ces cours d'eau augmenteraient de 145%, et en termes de chiffrage, ça ferait à peu près 17 milliards d'euros par an. Et en nombre de personnes affectées, ce serait à peu près, alors c'est des chiffres moyens, 780 000 personnes par an. Les cyclones, le troisième grand type d'événements extrêmes, c'est les cyclones et les tempêtes. Ce que l'on constate au GIEC, c'est que finalement, le nombre de tempêtes n'a pas augmenté. Ce qui a augmenté, c'est l'intensité. C'est-à-dire que ce qu'on voit ici en bleu, c'est que les ouragans majeurs de catégorie 3 à 5 sont de plus en plus importants. Donc on a une augmentation, et les projections à 2100 indiquent aussi que ce n'est pas la fréquence, le nombre qui va augmenter, c'est toujours cette intensité. C'est-à-dire que, alors par contre, c'est le nombre d'ouragans importants, lui, va augmenter. Mais le nombre total ne va pas augmenter. Et on verra, bien évidemment, que sur les zones côtières sont les premières touchées, bien évidemment, par ces ouragans et ces cyclones. Dernier élément important, c'est la fonte des zones glaciaires. La fonte des zones glaciaires qui est liée bien évidemment à l'élévation de température. Alors vous avez ici une représentation des principaux glaciers dans le monde. Alors les glaciers qu'on peut trouver en montagne au niveau des calottes glaciaires. Et quand vous avez des grands ronds rouges, c'est qu'on perd de la glace. Et quand vous avez du vert, c'est qu'on en gagne, ou que c'est stable. Et vous voyez que, à part sur l'Inde où on a du vert, partout ailleurs, on a de la perte sur tous les glaciers mondiaux, et les chiffres sont gigantesques. Ça dépasse l'imagination. 9625 gigatonnes de glace perdues. Pour vous donner une idée, on perd 1 à 2 mètres de glace par an, en épaisseur. Voilà. Quelques exemples. J'en ai pas mal, mais j'en ai pris que quelques exemples. On en a discuté tout à l'heure.
un glacier en Alaska. Vous voyez le glacier en Alaska en 1941. Aujourd'hui, le glacier s'est retiré, il a laissé la place à un lac. Un autre exemple, dans le Montana, où on voit qu'effectivement, au départ, on avait un glacier, puis progressivement, le glacier disparaît. Et là, il a quasiment disparu, et il a laissé la place à un lac. Et je pourrais vous montrer d'autres photos. Dans toutes les régions du monde, c'est le cas. Alors, la fonte des glaces, bien évidemment, va jouer sur l'élévation du niveau des mers. Mais il faut savoir que ce n'est pas que le seul phénomène. On a souvent tendance à faire un raccourci en disant fonte des glaces, élévation du niveau des mers. Mais on a aussi la dilatation thermique qui joue. C'est-à-dire que quand vous chauffez de l'eau, elle augmente de volume. Donc là, bien évidemment, on ne va pas chauffer à 100 degrés, mais rien qu'un réchauffement de 1 degré de l'eau, elle augmente de volume. Donc, dilatation thermique plus fonte des glaces, ça entraîne une élévation du niveau des mers. Et ici, vous avez donc le chiffre qui a été mesuré par des stations, ce qu'on appelle des stations au niveau marin, marégraphique, et puis aussi par les satellites, parce que les satellites ont vraiment révolutionné aussi notre vision sur les données, sur le changement climatique. Et les chiffres qui sont donnés, c'est que globalement, entre 1901 et 2010, vous voyez, l'élévation du niveau des mers, en moyenne, c'est presque 20 cm. Mais ce qui est un peu alarmant, c'est cette courbe, c'est que vous voyez que progressivement, ça s'accélère. Les dernières années, vous voyez, en millimètres, on est passé de 1,5 mm par an, et aujourd'hui, on est à 5 mm par an d'élévation du niveau des mers. Alors, ça se répartit pas, vous voyez, de façon homogène sur le globe. Il y a des zones en bleu qui sont plutôt stables. Mais par contre, vous voyez, ce qui domine, là encore, c'est les couleurs chaudes. Et ça, c'est de l'élévation du niveau des mers et qui peut être très importante dans certains endroits sur la planète. Les projections, malheureusement, je dirais, à chaque rapport du GIEC, on revoit à la hausse l'élévation du niveau des mers. Je vous ai mis l'ensemble je vous ai mis le 4e rapport. Donc le 4e rapport, les rapports sortent à peu près, les grands rapports sortent tous les 7 ans. Après, il y a des rapports intermédiaires. Donc si on remonte dans le temps, il y a 14 ans, le 4e rapport vous disait que l'élévation du niveau des mers serait entre 20 à 40 cm. Il y a 7 ans, le GIEC vous donnait le chiffre entre 26 cm et 1 mètre. Aujourd'hui, le 6e rapport, le volume 1 du 6e rapport du mois d'août, vous donne 40 cm à 1,10 m. Mais là encore, le 40 cm, c'est dans notre scénario réaliste et dans notre scénario optimiste qui n'est pas réaliste. Et là, on est plutôt entre 60 cm et 1,10 m et sans emballement de la fonte du système. Parce qu'avec l'emballement du système, on pourrait monter à 1,80 m. Alors, j'en arrive à mes zones côtière et au littoral. Donc vous comprenez bien que le littoral, c'est une zone souvent définie comme de hotspot du changement climatique parce que tous les phénomènes vont concourir à un risque important sur ces zones littorales. On a parlé de l'élévation du niveau des mers. Je vous ai parlé des ouragans, des tempêtes. Mais ne pas oublier aussi que les précipitations intenses entraînent des crues. Et on a des rivières littorales qui se jettent à la mer. Et toute cette masse d'eau arrive au même endroit, que ça vienne par la mer ou vienne par la terre. Et bien évidemment, tout ceci concourt à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations. Et puis, ces tempêtes, c'est aussi ce qui produit le recul du trait de côte. Quand on a ces tempêtes, c'est à ces moments-là qu'on a un fort recul et une forte érosion du trait de côte. Et puis, le changement climatique aussi va jouer sur la qualité de l'eau. Alors, les pollutions peuvent être accidentelles et liées à l'homme, mais je vous en parlerai également, l'acidification des océans entraîne une dégradation de la qualité de l'eau. On verra qu'il y a une salinisation aussi des ressources d'eau souterraines sur le littoral. On a aussi, lors des épisodes de crues de rivière, la rivière, elle emmène énormément de particules avec des contaminants associés. Donc, tout ça, le changement climatique, va entraîner des pollutions aussi de nos côtes et des océans.
Alors, quelques exemples pour le risque d'inondation. Là encore, vous voyez, mais c'est tout à fait logique. Quand on prend le nord-ouest de l'Europe, toutes les zones basses vont être touchées. Les Pays-Bas, par exemple. On a en Grande-Bretagne les marais Cambridge. Toutes les zones de marais et zones basses seront inondées, ont un risque d'inondation importante. D'autres, vous voyez, la Floride, on a un quart du territoire qui va passer en risque d'inondation. La Louisiane et le delta du Mississippi. Moi, je travaille avec mes collègues de la NASA dans le delta du Mississippi. Ce qui s'est passé, Katrina, il faut bien imaginer, c'était une tempête, un ouragan majeur. Mais avec l'élévation du niveau des mers, il n'y aura plus besoin d'un ouragan majeur pour créer ce type de catastrophe. Même une tempête moyenne créera ce type de catastrophe. Le Bangladesh, bien évidemment. Le Bangladesh, vous n'avez qu'une toute petite partie là, du Bangladesh au nord qui n'est pas en risque d'inondation. Je vous ai mis aussi le delta du Nil. Le delta du Nil, vous voyez ici, on prévoit une élévation du niveau des mers à cet endroit de 1,50 m. Et 1,50 m, vous voyez, toutes ces zones-là sont les zones inondées par rapport à ici. Et le problème du delta du Nil, c'est que vous avez 5700 km² de terre arable qui vont être touchés. Et là, c'est le grenier de l'Égypte en termes de culture. Donc on imagine bien derrière, vraisemblablement, des conséquences en termes de malnutrition, voire de famine. Et puis vous voyez aussi les populations à déplacer. On voit malheureusement l'immigration liée à la guerre en Ukraine. On l'a vu en Syrie. C'est quasiment sans commune mesure avec les migrations climatiques qui peuvent nous attendre. Ici, vous voyez, c'est 8 millions de personnes affectées. Et je vous dirais que le chiffre est bien en deçà de la réalité. Parce que quand on travaille en Afrique, on sait qu'il y a les chiffres officiels de population et les chiffres officieux. Je suis professeur associé à l'université d'Alexandrie. La ville d'Alexandrie, le chiffre en réalité officieux, on est déjà à 8 millions. Donc c'est pas 8 millions, on est bien plus. C'est plutôt 10 à 12 millions de personnes à déplacer. Autre conséquence, je vous en ai un peu parlé, c'est sur la dégradation de la qualité de l'eau des océans, mais bien évidemment l'eau des zones côtières. On a une augmentation du pH, du CO2 dans l'atmosphère, mais on a aussi, vous voyez ici, une augmentation du CO2 dans les eaux océaniques, les eaux littorales. Et quand on augmente le CO2 dans l'eau, on diminue le pH, c'est-à-dire que l'eau devient plus acide. Et on l'observe déjà. Et puis, vous voyez les cartes, en termes de projection, le pH va continuer et ces eaux vont s'acidifier avec des conséquences pour la faune qui vit dans ces océans et sur les littoraux. Logique aussi, le CO2, je vous ai dit que ça augmente dans les eaux, la quantité de CO2, la température, elle augmente dans l'atmosphère, elle augmente aussi dans les eaux. Vous voyez les anomalies de température et ce qu'on constate, et notamment sur les mers fermées. Vous voyez, sur les mers fermées comme la mer Méditerranée, les élévations de température sont vraiment énormes. Autre élément, de dégradation, c'est la salinisation des eaux souterraines. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc les eaux souterraines, c'est souvent les réserves d'eau potable pour les populations. Et quand on est, normalement, la logique, c'est que l'eau souterraine, vous avez, si cette main-là est le niveau de l'eau souterraine, normalement, la logique, c'est que c'est plus haut que le niveau de la mer. Donc, vous voyez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, là, c'est du côté continent, ça, c'est la mer. Donc, l'eau va s'écouler vers la mer. Or, ce qu'on constate, c'est que, je vous ai dit, ma main, là, la mer, elle s'élève. Elle va monter. Et ce qu'on constate dans les eaux souterraines, c'est que du fait du changement climatique, mais aussi du pompage de l'homme, c'est que ce niveau-là, il baisse. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Et on le voit déjà, on inverse. C'est-à-dire que l'eau continentale, au lieu de s'écouler vers la mer, on a l'inverse. On a l'eau marine qui va vers l'eau souterraine. Et une eau marine, elle est salée. Et vous voyez, je vous ai mis un exemple, mais on l'a sur tout le sud de la Méditerranée. Ça, c'est un exemple d'étude qu'on a réalisé avec nos collègues tunisiens. On avait, sur un endroit qui est le Cap Bon, au départ, on avait des salinités faibles, 1 gramme par litre. Et puis, vous voyez, dans les années 90, on est passé à 7. Et mon chiffre, là, aujourd'hui, dans certains endroits, on est à 22 grammes par litre.
La mer, c'est 35 grammes par litre. Hein. Donc ça veut dire que l'eau, elle devient totalement impropre à la consommation. Et là, c'est un endroit où on fait de la culture de tomates. Hein. Donc c'est impossible de faire de la culture de tomates. Donc ça bouleverse aussi toute l'économie de la région. Les écosystèmes et la biodiversité, malheureusement, ne sont pas épargnés. Hein. Là, actuellement, la perte de biodiversité, elle est plutôt liée, malgré tout, au rôle de l'homme dans le morcellement des habitats, le fait qu'on fait disparaître certains habitats, qu'on pollue aussi. Mais les scientifiques vous disent que le réchauffement climatique s'ajoute au fur et à mesure, ça pourrait devenir la première cause de perte de biodiversité. Alors j'ai mis juste un exemple qui est plus lié aux zones côtières, c'est qu'on voit déjà, du fait de l'élévation de température, beaucoup d'espèces qui migrent. Alors ça veut dire quoi? C'est que les espèces à affinité nordique, elles sont obligées de se déplacer parce qu'il fait trop chaud, et puis celles qui sont plutôt à affinité méridionale, pour elles, c'est mieux, elles ont plus d'expansion. Mais au final, quand vous faites le calcul de l'ensemble des espèces, vous en perdez. Et ici, vous voyez, après ça dépend, c'est en moyenne suivant les espèces de poissons. On a vu que certaines espèces de poissons, en moyenne, il y avait des déplacements de 250 km vers le nord. Hein. Et là, dans les projections, je vous ai mis une carte sur l'anchois. Vous voyez, l'anchois, on l'a dans les zones plus au sud. Eh bien, les anchois, on en trouvera sur nos côtes en Normandie. Hein. Voilà. Oui. Alors, ça peut être positif quand on fait de la pêche à l'anchois, mais le problème, c'est qu'on perd aussi beaucoup d'autres espèces, comme par exemple le saumon. Hein. Alors, j'en arrive, là, c'était pour placer le contexte au niveau global, mais c'est pour vous montrer aussi que c'est une réalité sur la Normandie. On a travaillé sur la Normandie, mais on pourrait le faire sur sur la région parisienne, on pourrait le faire sur toutes les régions françaises. Hein. Et on aurait le même constat, hein, que c'est une réalité. Alors nous, pourquoi on l'a fait? C'était à l'initiative de la métropole de Rouen et du GIEC normand. C'est aussi pour montrer, quand on est normand, breton au nord de la France, quelquefois on se dit, bon, le changement climatique à l'échelle globale, les ours polaires, oui, bon, on n'est peut-être pas trop concernés. Mais vous allez voir que c'est une réalité. Et donc l'idée, c'était de montrer qu'on est tous concernés par le changement climatique. Alors, certains pays, ce sera plus dramatique que d'autres, mais la Normandie est concernée. Alors, je prends un peu le même déroulé. Quand on regarde les températures, vous voyez, on a fait un travail sur un certain nombre de stations de référence. Si on applique la méthode du GIEC, on a des anomalies de température de plus 0,6 à plus 0,8 degrés sur toutes nos stations. Une autre méthode qu'on a appliquée, qui est un peu plus simple, c'est, vous voyez, on trace des tendances. Et quand vous prenez les températures maximales, moyennes et minimales, tout est à l'augmentation. Et vous voyez, sur toutes nos stations, on voit que depuis les années 70, on a des élévations entre plus 1 et plus 2 degrés Celsius, ce qui est énorme. Hein. Précédemment, le GIEC, on parlait d'un siècle. Hein. Nous, on parle que depuis les années 70. Alors ça se marque bien évidemment par une augmentation du nombre de jours de forte chaleur. Hein. Je vous ai mis 2 stations ici, hein, Rouen et Caen. De toute façon, on le voit sur toutes les stations. On a de plus en plus de jours de forte chaleur. Et puis, à l'inverse, on a de moins en moins de jours de gel. Alors on pourrait se dire, c'est bien, il fait moins froid, sauf que dans les cycles des végétaux, le gel et le froid a un rôle important. Hein. Autre élément aussi, hein, pour montrer que c'est une réalité, on le voit aussi dans le nombre de jours de neige. Alors vous voyez, la neige, c'est très variable hein, d'une année sur l'autre. Hein, mais par contre, quand on regarde les tendances, on a de moins en moins de jours de neige. Les brouillards. À Rouen, on a tendance, bon, c'est peut-être pas plus mal, on a moins de brouillard, hein, mais vous voyez, on est passé de 120 jours de brouillard à 50 aujourd'hui. Hein, donc, il se passe vraiment quelque chose dans les données enregistrées. Et puis, les projections. Vous avez ici, on a pris, comme tout à l'heure, hein, on a pris ici les 2 extrêmes. Hein, le scénario optimiste, hein, et le scénario pessimiste. Et là, comme les cartes, il faut voir, en haut, c'est le scénario optimiste et pessimiste. Et on a fait plusieurs périodes, hein, 2050, 2100. Moi, je vais vous montrer 2100. Alors, des fois, on me dit, oui, mais pourquoi vous présentez toujours 2100? Parce que je n'ai pas le temps de tout présenter. Mais il faut comprendre que
on donne ce chiffre, mais ça va être quelque chose de progressif. Donc, quand j'indique que la température va augmenter peut-être à 4 degrés, bien évidemment, à 2050, ce ne sera pas 4 degrés, ce sera peut-être 1,5 ou 2. Hein. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Alors, la Normandie, si on était sur le scénario le plus optimiste, avec une politique climatique, finalement, je dirais, en termes d'adaptation, on s'en sortirait peut-être pas trop mal, parce qu'on serait sur des élévations de température qui restent modérées, 1 degré. Mais malheureusement, je vous ai dit, on n'est pas sur ce scénario-là. On est sur une élévation de température plutôt entre plus 2 et plus 4 degrés. Hein. Alors là aussi, ça va se marquer par une augmentation du nombre de jours de forte chaleur en Normandie, et on a pris comme référence 30 degrés. Vous voyez la courbe rouge, elle parle d'elle-même. Hein. On augmente légèrement, et à partir de 2070, on explose la courbe. Et en réalité, ce qu'on va constater, c'est qu'on va augmenter les contrastes. Finalement, à l'intérieur de la Normandie, c'est pas très grand, mais on va avoir des grosses différences entre si on vit sur le littoral ou si on vit à l'intérieur des terres. Sur le littoral, on estime qu'on va augmenter entre 5 à 11 jours de canicule. Quand vous êtes à l'intérieur des terres, on peut aller jusqu'à 50 jours par an. Hein, vous voyez, une sacrée différence. Alors on pourrait se dire, effectivement, il vaut mieux aller sur le littoral. Mais sur le littoral, on va avoir d'autres problèmes, avec le recul du trait de côte et l'inondation. Les précipitations, si on prend les scénarios les plus plausibles, eh bien, les précipitations vont diminuer. Hein, les précipitations moyennes annuelles, elles vont diminuer entre moins 2 et moins 15%. Moins 15%, c'est important, hein, donc ça veut dire qu'on aura moins d'eau et notre ressource en eau va diminuer. Ça va être variable suivant les saisons. Vous voyez, ce qu'on constate ici, c'est que, bien évidemment, ça va beaucoup diminuer l'été. Hein. On a une diminution en moyenne de on n'est pas loin du moins 30% l'été, hein, en termes de pluie. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'on va augmenter l'hiver. Donc peut-être qu'on pourra faire du stock d'eau. Hein. L'hiver, on serait sur une augmentation. Par contre, toutes les autres saisons, on diminue. Ça, c'est les précipitations sur l'année. Alors, il y a un autre élément important à regarder, c'est ce dont je vous ai parlé, les précipitations intenses, hein, qui provoquent les crues, les inondations. Et là, les scénarios, là encore les plus possibles, vous indiquent qu'on va aller vers plus 2 à plus 10% de précipitations intenses sur l'année. Et vous voyez, là, c'est une répartition par saison, et vous voyez, toutes les saisons sont touchées, c'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation des précipitations intenses sur toutes les saisons, et principalement l'hiver et l'été, plus 10%. On n'échappe pas non plus à l'élévation du niveau des mers en Normandie. Vous avez 3 stations, vous voyez les courbes. Élévation du niveau des mers, c'est en moyenne 2 mm par an. Et puis je vous ai parlé des projections. Hein. Les projections, c'est valable chez nous. Hein. On va vers des projections de 60 cm à 1,10 m d'élévation du niveau des mers. Alors tout ça va avoir des impacts. Hein. Quand on parle d'augmentation des précipitations intenses, alors ça aura des impacts sur le littoral, mais pas que sur le littoral, hein, sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire on augmente les ruissellements, on augmente les crues de rivière, on augmente les remontées de nappes souterraines aussi à certaines périodes. Donc ça veut dire forcément une augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations. Et puis de l'érosion des sols, de la turbidité des cours d'eau et des coulées de boue. Ici, vous avez un travail qu'on a réalisé dans notre laboratoire avec des économistes sur un petit bassin près du Havre. On a voulu calculer, on a simulé, on a travaillé sur les coûts actuels des dommages quand on a des inondations. On a des données d'assurance. Et on a simulé ce que ça deviendrait en 2050. Et sur ce petit bassin, on augmente entre 14 et 30% les dommages sur un simple petit bassin. Ça, c'est pour les vallées. Si on se place dans les estuaires, justement, ça concerne vraiment le littoral, hein, dans les basses vallées, au niveau de l'estuaire, au contact de la mer. Alors là, on a un gros souci parce qu'il y a les pluies qui vont jouer, il y a l'élévation du niveau des mers et les tempêtes. Tout ça joue en même temps. Et, comme je vous disais, les pluies font qu'on a plus de crues, mais quand on a une élévation du niveau des mers, la mer empêche l'eau de s'écouler. Donc, d'un côté, il y a l'eau avec la tempête et l'élévation du niveau des mers, ça s'élève, et de l'autre côté, ça s'élève pendant la crue. Donc tout concourt à ce que l'eau reste sur le littoral et inonde le littoral.
Et puis, bien évidemment, une accélération du recul du trait de côte. Ici, je vous ai mis un exemple d'une tempête. La tempête Éléonore, qui a eu lieu le 3 janvier 2018, pour vous montrer les effets d'une telle tempête. Alors, c'est une tempête majeure. Alors, vous voyez, il y a des petits ronds rouges, oranges, un peu partout, ou des carrés bleus. Les ronds, rouge et orange, c'est quand on a l'érosion, du recul du trait de côte. Les carrés bleus, c'est quand on a un franchissement et inondation. Et vous voyez, une telle tempête, ça touche tout le littoral. Alors, soit plutôt inondation, soit plutôt recul. Aucun endroit du littoral n'est épargné. Le souci, c'est que là, je vous parle de tempête majeure. Qu'est-ce qui se passe quand on a une... Alors, il faut que je le vois dans le bon sens. Oui, ça commence par le haut. Lorsqu'on a une tempête majeure, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une tempête crée ce qu'on appelle un phénomène de surcote. Une tempête, c'est une dépression, et l'eau marine gonfle elle-même. Donc l'eau devient à un niveau plus élevé du fait de la tempête. Et puis, bien évidemment, vous avez des vagues importantes. Et donc, cet effet de surcote, plus les vagues, font à un moment donné qu'on passe par-dessus les digues et qu'on inonde derrière. Et puis en plus, les digues empêchent que ça repasse dans l'autre sens. Voilà. Bah oui, bah oui, ça empêche aussi l'évacuation. Voilà. Tant que ça protège, ça va, mais une fois que ça passe par-dessus, c'est embêtant. Voilà. Alors, ce qui se passe, vous voyez, c'est que... Alors ça, c'est exagéré, mais c'est que mon niveau marin, mon niveau de base, il s'élève. Donc, à un moment donné, on est plus haut. Donc, on n'a plus besoin d'une tempête majeure pour faire passer l'eau par-dessus la digue, puisqu'on est plus haut. Et une tempête moyenne, qui habituellement n'avait pas d'effet, aura un effet, une inondation. Et ce qui veut dire que élévation du niveau des mers, augmentation de l'intensité des tempêtes, et bien forcément, même si vous n'augmentez pas le nombre de tempêtes, vous augmentez le nombre des inondations. Donc, augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations. Alors, je vous ai mis une petite vidéo. Alors, là, ça fait film, mais il faut savoir que... alors, j'espère que ça va marcher. J'appuie pour voir si ça marche, parce que je vous tiens en haleine, mais... Ah, il n'y a pas le son? Ah, zut. Dommage. En réalité, c'est dommage, parce qu'il y a le son normalement avec. Je ne sais pas comment on fait une pause. Ici, peut-être. Ah non, voilà. Non, mais c'est le son de l'ordinateur, si on avait eu le son de l'ordinateur. Alors, je vais vous expliquer comment ça a été fait. Oui, mais non, ouais, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. C'est parce que c'était plus impressionnant. Ça, c'est un travail qu'on a réalisé avec des collègues, et notamment Stéphane Costa, où on a simulé une tempête. Je vais le relancer. On a simulé une tempête qui avait occasionné des dommages, et on a ajouté 1 mètre d'élévation du niveau des mers pour simuler, rejouer une tempête avec le changement climatique et l'élévation du niveau des mers. Donc nous, dans mon laboratoire, on a des modélisateurs. Les modélisateurs ont calculé les submersions, le volume d'eau qui rentre. Là, c'est la ville d'Étretat. Justement, c'est une rue à Étretat. Vous allez aller à Étretat. Et on a calculé, nous, dans nos modèles, la quantité d'eau qui passe et les vitesses. Et il y a un labo de réalité virtuelle à Caen qui a reconstitué par drone les rues et qui a reconstitué ce qui se passe en réalité virtuelle. Alors vous allez le voir en vidéo, mais ce qui est intéressant, c'est que on peut aller dans la salle de réalité virtuelle, avoir un casque et être dans la rue d'Étretat. Et on l'a fait pourquoi? Parce qu'on emmène les élus. Et on a emmené le maire d'Étretat dans sa rue pour lui montrer ce qui arriverait dans le cadre du changement climatique. Et je peux vous dire que c'est un électrochoc. Alors là, c'est un peu moins spectaculaire parce qu'on a l'impression que c'est un film. Mais ce qui est spectaculaire, c'est quand vous êtes dans la salle, vous voyez la vague. Alors je lance... Mince, ça marche plus. On n'a même plus la vidéo. Ah zut. Ouais, mais... Tout à l'heure, attendez, je recule un peu plus loin. Voilà, je vais revenir, parce que tout à l'heure, ça marchait quand j'ai appuyé sur le... Voilà, ça marche. Alors, il n'y a pas le son. Ce qui est dommage, parce que dans la... Bon, c'est pas grave, vous allez voir la vague, mais ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'on entend l'eau, le bruit de l'eau dans la vidéo. Vous voyez la vague arriver, et en plus, on entend le bruit que ça fait.
Bon, de toute façon, vous avez ma présentation, vous pourrez la donner à tout le monde, et vous regarderez la vidéo parce que c'est encore plus impressionnant quand vous avez le bruit. Hein, voilà. On entend même à un moment donné une voiture qui se met à sonner. Voilà, Et donc vous voyez, il y a une première vague qui arrive. Alors la mer, elle est au fond, hein, et puis vous allez voir, il y a une deuxième vague qui arrive. Et on a fait ça à 3 endroits, et on emmène les mers comme ça. Et c'est très, très parlant. Hein. Et notamment quand on est dans la rue. Alors, dans la salle de réalité virtuelle, l'avantage, c'est qu'on n'est pas mouillé. Hein. Mais vous voyez la vague arriver sur vous, et vous regardez derrière, et vous la voyez continuer hein, dans la rue. C'est vraiment très, très impressionnant. Vous voyez, et puis, voilà. Donc, là, on arrive à la fin du film. C'est très, très réaliste et très parlant. Hein. Et depuis ça, il y a des changements dans les mentalités des maires qui se posent des questions de relocaliser certaines maisons et les populations. Hein, voilà. Un autre élément, c'est que quand on a ce risque d'inondation, c'est lié aussi au risque industriel. L'axe Seine, si vous regardez, il y a énormément de sites Céveso sur l'axe Seine. Vous avez peut-être entendu parler à Rouen de l'incendie du Brisol. Hein, on a vécu ça à Rouen. Et là, ce qu'on a modélisé, c'est les inondations futures. Donc, on est à Rouen, on est loin de la mer. Et donc, quand vous discutez avec les élus, on ne se préoccupe pas de la mer. Mais avec l'élévation du niveau des mers, la mer remonte jusqu'à Rouen. Et donc, le phénomène de blocage dont je vous parle, on va le vivre aussi à Rouen. C'est-à-dire que les crues qui ont entraîné des inondations actuellement, c'est comme pour les tempêtes, c'était les crues majeures. Mais maintenant, on n'aura plus besoin de ce cru majeur. Une crue modérée entraînera une inondation. Et vous voyez, ça c'est l'emprise en orange des zones inondées autour de la Seine, sur la boucle de Rouen. Et vous voyez les petits points rouges là ? C'est tous les sites Céveso. Donc vous avez la majorité des sites Céveso qui se retrouvent sous l'eau. Donc ça veut dire que, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux élus, hein, c'est que le changement climatique, c'est un accélérateur du multirisque. C'est-à-dire que, vous voyez, on va augmenter l'intensité et la fréquence des inondations. Et ben, en effet cascade, en effet domino, vous augmentez les risques industriels, vous augmentez les risques sanitaires, forcément, et vous entraînez un risque économique. Parce que quand moi j'ai présenté ça aux présidents de région, préfets et présidents de la métropole de Rouen, ils ont ouvert des yeux grands comme ça, et bien évidemment sur le risque mais industriel, sanitaire, mais aussi sur le risque économique, en disant mais toute notre économie là, sur l'axe Seine, toute l'axe Seine, l'économie c'est sur la pétrochimie. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? On continue ce type d'économie ? Déjà, bon, en termes d'environnement et d'émissions de gaz à effet de serre, on peut se poser déjà la question. Et ensuite, donc, mais qu'est-ce qu'on fait de ces entreprises ? On les délocalise ? On les délocalise où ? C'est une prévision qui... 2050. 2050. Oui, celle-là, elle est en plus, on a fait exprès parce qu'on a des prévisions à 2050 et 2100. Celle-là, c'est une 2050. Donc 2050, hein, c'est demain. Hein, voilà. Et les autres prévisions que je vous ai montrées à 2100, hein, pensez que les chiffres que je vous donne, allez, à la louche, on coupe à moitié. Et en 2050, on a quand même, quand on parle de 4 degrés, 2050, c'est 2. Hein, voilà, donc voilà, ça c'est et nous et moi je travaille au sein de l'université et je milite pour qu'on crée un observatoire autour des risques, multirisques. Parce que je me suis aperçu, on a fait des études, on a fait ce qu'on appelle un benchmark pour regarder s'il existait des observatoires des risques. Eh bien, les observatoires des risques, il en existe, mais chacun travaille sur son secteur, sur le risque naturel, sur le risque industriel, sur le risque sanitaire, sur le risque économique. Personne ne croise. Et là, si on ne croise pas, on va à la catastrophe. Donc on essaie, avec l'université, de monter cet observatoire des risques, en tous les cas régional. Voilà. Autre élément, c'est les ressources en eau. Alors sur les ressources en eau, c'est sur la base des études existantes. Sur la Normandie, on n'a que des études sur le bassin de la Seine. On n'en a pas ailleurs. Voilà. Donc on sait, dans nos projections, que sur le bassin de la Seine, on va avoir une diminution du débit des cours d'eau de 10 à 30%. Et sur la Seine, vous voyez, en moyenne, c'est moins 29%. Et quasiment en toute saison. Autre élément préoccupant, c'est les nappes d'eau souterraines. Les nappes d'eau souterraines, vous voyez la figure, elle parle d'elle-même. Hein. Vous voyez la courbe. Ça, c'est la diminution de la recharge des nappes. C'est-à-dire vos nappes souterraines,
elles sont rechargées par les eaux de pluie. Or, je vous ai dit que les précipitations moyennes annuelles allaient diminuer, et quand on a des pluies intenses, elles ne rechargent pas les nappes, elles ruissellent. Donc, on va avoir une diminution de cette recharge. Alors, le chiffre, c'est moins 2700 millions de mètres cubes par an. Alors, ça ne va pas vous peut-être dire grand-chose, mais pour fixer les idées, c'est le même ordre de grandeur que ce qu'on prélève actuellement sur la Seine. Et puis, en termes de... Si on diminue la recharge, ça veut dire que nos eaux souterraines, leur niveau va diminuer. Et c'est cette carte, sur tout le bassin. Alors là, vous voyez, ça va au-delà de la Normandie. Et vous voyez que systématiquement, sur tout le bassin de la Seine, on a une diminution de la ressource qui peut aller de 50 cm, relativement faible. Mais vous voyez que sur les zones, justement, Pays de Caux, là, en Normandie, on va perdre jusqu'à 10 mètres au niveau des nappes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je ne l'ai pas noté là, mais ça veut dire que, eh bien, on aura des périodes de restriction de plus en plus souvent. On va devoir économiser l'eau, donc des périodes de restriction qui seront plus nombreuses et plus longues. Problème aussi de la dégradation de la qualité de l'eau. Donc, je vous ai parlé de l'augmentation des précipitations intenses. Quand on a des précipitations intenses, je vous ai dit, on a plus de ruissellement et d'érosion. Et l'eau qui érode les sols se charge en particules. Et dans ces particules, on peut avoir des contaminants qui vont contaminer les eaux de surface. Mais dans nos régions, vous allez voir, sur Étretat, c'est de la craie. Et la craie, elle est poreuse et on a des conduits. Vous voyez, là, le petit schéma, c'est qu'on voit, là, ça, c'est la craie. Et vous voyez, il y a des conduits qui relient les nappes d'eau souterraines à la surface. C'est-à-dire que les eaux qui sont là, elles peuvent rentrer là et contaminer vos nappes d'eau souterraines potables. Et puis, à l'opposé, donc dégradation quand il pleut beaucoup, mais dégradation de la qualité quand il pleut peu. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une diminution des volumes dans les cours d'eau, vous diluez moins les éléments qui sont dedans. Vous avez des éléments chimiques dans l'eau. Donc si vous avez moins d'eau dans votre rivière, vous avez moins de dilution. Et à un moment donné, ces éléments chimiques, on peut dépasser certains seuils et qu'on ait pollution. Et puis ce qui nous pose aussi souci, c'est les rejets de stations d'épuration. Parce que les rejets de stations d'épuration sont calculés pour un volume d'eau dans nos rivières. Je viens de vous dire qu'on aura moins d'eau. Donc si on a moins d'eau et qu'on continue à rejeter la même chose, on pollue notre rivière. Donc ça veut dire qu'il va falloir recalibrer régulièrement le rejet des stations d'épuration. Et éventuellement, sur les nouvelles, tenir compte de ces travaux-là, ce qui n'a pas toujours été fait. Voilà. Je vous ai parlé pour la Tunisie de la salinisation des aquifères côtiers. En Normandie, voilà les projections du Bergem. On va aller vers une diminution des écoulements. Puis là, sur cette petite figure, vous voyez là, c'est l'eau marine jusqu'où elle va rentrer. Eh bien, on s'aperçoit que dans nos projections, elle pourra rentrer sur l'espace littoral, la zone côtière, jusqu'à 1 km, voire jusqu'à 3 km le long des axes de vallée. Donc ça veut dire que tout le long du littoral, vous avez plusieurs centaines de mètres ou 1 km où l'eau n'est plus potable, puisqu'elle est salée. Des impacts sur la santé, je terminerai par ça avant les conclusions. Je vous ai parlé, en tous les cas sur le littoral, beaucoup de recul du trait de côte, d'inondations. Donc, quand on a des inondations, malheureusement, on a des impacts physiques. Des impacts physiques pour la santé, blessures, noyades, sans compter les impacts psychologiques, ce qu'on appelle les impacts post-traumatiques, et puis des impacts sur la qualité de l'eau. Température, canicule, surmortalité, maladies cutanées, maladies oculaires. Les chiffres que nous a donné Santé publique France montrent qu'une ville comme Rouen, c'est 35% de surmortalité en plus lors des canicules que d'autres villes. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de culture de la chaleur. Donc ça veut dire qu'on peut peut-être agir par rapport à des villes comme Toulouse ou Strasbourg. Je ne vous ai pas parlé parce que ça ne concerne pas directement les zones côtières. On s'aperçoit qu'on a, dans l'évolution de la biodiversité, des invasions d'insectes. Le moustique très sympathique, là, ici, c'est le moustique tigre. Le moustique tigre, on en a en Île-de-France. On n'en a pas encore en Normandie, mais ça va venir. Si je vous avais mis la carte de répartition, vous auriez vu, il y a 10 ans, on n'en avait pas en Île-de-France. Ça progresse très très vite. Heureusement, pour l'instant, ça n'apporte pas de maladie. Mais le moustique tigre, je vous rappelle, ça ramène le chikungunya, la dengue,
la fièvre jaune, le paludisme. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Pollution atmosphérique. Alors, c'est pas lié qu'au changement climatique, bien évidemment, la pollution atmosphérique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement climatique exacerbe les problèmes de pollution atmosphérique à certaines périodes. Et puis, il y a tout ce qui est les allergènes, parce que là aussi, on voit une évolution, un déplacement des plantes, et avec des plantes qui ont des pollens qui sont allergisants. Et on voit qu'on augmente le nombre d'allergies ces dernières années, et qu'on va aller aussi vers cette augmentation. Donc, en conclusion, alors, je ne vais pas reprendre l'ensemble de ma conclusion, de tous les éléments, bien évidemment. Toutes les études vous montrent que le changement climatique, c'est vraiment une réalité. Alors, ça peut varier, l'impact suivant les régions, suivant les outils qu'on utilise, mais c'est une réalité dans toutes les régions du monde. Et puis que ce changement climatique, il a et aura des conséquences sur quelle que soit l'échelle, du global au local, sur le fonctionnement des écosystèmes terrestres, aquatiques, et que les zones côtières sont des environnements particulièrement exposés. On l'a vu au travers des inondations, du recul du trait de côte, dégradation de la qualité de l'eau, modification, alors je vous en ai peu parlé, de la distribution des espèces et forcément diminution de la biodiversité, des impacts sur la santé, on vient d'en parler rapidement, et puis bien évidemment, je vous en ai pas parlé, mais ça, des modifications sur les activités humaines et sur l'économie. Je vous ai parlé simplement un peu des sites Céveso. Alors, ça peut être un peu anxiogène, tout ce que je viens de vous dire, mais on peut encore agir. Voilà, donc ma conclusion, c'est quand même toujours de rester un peu optimiste, malgré tout, mais on a peu de temps pour agir. 10 années, c'est les 10 années là, devant nous que tout va se passer. Voilà. On a 10 années pour agir, donc il nous reste un peu de temps, mais il ne nous en reste pas beaucoup. Alors, on va voir que c'est important, politique, mais tout le monde peut intervenir et tout le monde peut prendre des mesures. Les 2 maîtres mots, c'est l'atténuation et l'adaptation. Vous voyez, effectivement, c'est mené à l'échelle internationale, mais en tant que citoyen, ne pensez pas qu'on n'a pas notre mot à dire, déjà, dans les votes, ne serait-ce, et puis dans nos actions. Parce qu'il y a une étude qui a été faite, que si tous les citoyens du monde économisaient l'énergie, économisaient l'eau par des petits gestes, on ferait déjà 30% du chemin. Voilà. Donc, il ne faut pas penser... parce que souvent, la réaction est de dire oui, mais bon, moi, à mon échelle, ça ne va pas changer grand-chose. Oui, effectivement, si on est tout seul, mais peut-être quand on est plus nombreux, je vous dis, alors il faut que tout le monde s'y mette. 30% du chemin. Donc, avec des gestes simples, d'économie d'énergie, d'économie sur la ressource en eau, voilà. Donc, pensez que, voilà, on a non seulement notre mot à dire, mais on peut agir. Et puis, vous voyez, atténuation, adaptation, souvent, ça doit être vu de concert. Trop souvent, et nos gouvernements aussi regardent d'un côté l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, c'est quoi ? C'est atténuer les effets du changement climatique. C'est la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Mais pourquoi il faut que ce soit regardé ensemble ? Parce qu'on essaie d'atténuer les effets du changement climatique pour essayer de s'adapter. Et plus on arrive à atténuer, plus ce sera facile à s'adapter. La Normandie, c'est un bon exemple. Si on arrivait à maintenir le 1,5 degré de réchauffement, globalement, on arriverait à s'adapter sans trop de difficultés. Parce que vous voyez, les précipitations intenses seraient stables, la diminution des précipitations, très peu. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là seraient vraiment tamponnés. Donc, par contre, on n'est pas sur ces scénarios-là. Et là, par contre, l'adaptation va être bien plus difficile. Alors, bien évidemment, il y a de nombreux efforts à consentir. Alors, sensibiliser, communiquer, ce que je fais aujourd'hui, mais j'espère que vous serez les relais aussi. Vous avez un rôle à jouer aussi de communiquer auprès de vos amis, de votre famille sur ces choses-là. Il faut que tout le monde soit vraiment sensibilisé. Et souvent, moi j'ai vu dans les conférences que je donne, notamment en Normandie, c'est pas la partie globale qui intéresse les gens, c'est la partie effectivement régionale, quand ça les touche concrètement. Et puis, il y a aussi, c'est pas écrit là, un besoin de formation, notamment des acteurs et des élus. Parce que c'est bien de sensibiliser et communiquer, mais à un moment donné, il faut être formé pour ne pas faire de bêtises dans les actions qu'on prend. Et puis,
ça aussi, ça peut paraître peut-être banal, mais c'est pas le cas actuellement. C'est que quand on parle d'atténuation, d'adaptation, ça doit être vraiment partagé par tout le monde, par tous les acteurs, et les mesures doivent être prises de manière structurée. Hein. Il y a beaucoup d'initiatives actuellement sur les mesures d'atténuation, hein. Les chambres d'agriculture, les industriels. Et moi, j'ai aucune idée. J'en connais, hein, mais c'est hyper éparpillé, toutes ces initiatives-là. Et on n'a même pas de synthèse sur ces initiatives-là, qu'elles aient marché ou pas marché. Moi, j'aimerais savoir aussi ce qui n'a pas marché, pour pas qu'on reproduise la même chose. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, quand on parle d'adaptation, là, l'adaptation, pour moi, la bonne échelle, c'est le territoire régional. Parce que, bien évidemment, on ne va pas s'adapter au changement climatique de la même façon quand on est au sud de la France. Quand on est en Île-de-France, on aura des gros problèmes d'îlots de chaleur, ou quand on est en Normandie. Et même à l'intérieur de la Normandie, vous avez compris, quand on est à l'intérieur des terres, on va avoir beaucoup de canicules. Donc là, il va falloir s'adapter à ça. Quand on est sur le littoral, c'est plutôt du recul du trait de côte et de l'inondation. Donc on ne s'adapte pas de la même façon suivant l'endroit où on est. Donc l'adaptation, c'est en fonction des caractéristiques d'un territoire. Hein. Et puis, vous voyez, il faut vraiment réfléchir à un projet de territoire global qui intègre les risques. Le risque zéro, il faut se mettre ça en tête, n'existe pas. Voilà. On doit intégrer, bien évidemment, les innovations, hein, mais on doit aussi faire preuve de sobriété. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que les innovations feront tout. On va devoir faire preuve de sobriété. Ça ne veut pas dire non plus, ça fait peur, hein, la sobriété, se serrer la ceinture. Mais faisons déjà des économies là où on peut en faire. Et il y a des actions qu'on peut mener. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'on peut aussi, pour certaines contraintes, en faire des opportunités, hein, de redynamiser certaines portions du territoire. Vous voyez, problème sur le littoral, mais l'arrière-pays. Peut-être que l'arrière-pays, il faut relocaliser, redynamiser l'arrière-pays. Hein. Donc voilà, tout ça, c'est des projets globaux de territoire. Et puis je termine toujours par... je prêche pour ma paroisse, comme on dit, c'est qu'on a besoin d'un socle scientifique solide. Parce que je me souviens, il y a quelques années, certains bureaux d'études qui venaient nous voir en disant « Bon, voilà, on s'adapte comment ?» mais, moi, je ne m'adapte pas en fonction des chiffres du GIEC global sur les moyennes ou ce qui se passe en Arctique. Je m'adapte parce que j'ai des connaissances scientifiques sur mon territoire. Donc, on a besoin vraiment de ces connaissances scientifiques. C'est la base pour travailler. Et puis, à l'inverse aussi, quand on rencontre les élus, hein, les élus ont tendance à penser que les scientifiques vont leur dire ce qu'il faut faire. Et moi, je leur dis non. Nous, on fait le constat. Après, on peut discuter ensemble. Parce que vous connaissez votre territoire mieux que moi. Et donc là, on va discuter ensemble et les mesures, on doit les réfléchir ensemble. Hein, ça doit vraiment être partagé. Voilà, j'en ai terminé. Je remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions, bien évidemment. Merci beaucoup, Benoît. C'était très riche et je pense on est un peu écrasé par toutes ces évolutions qui seront là si on n'agit pas dans les 10 ans qui viennent, qui sont devant nous. Ça, c'est la condition sine qua non. Je pense que ça, c'est clair. Peut-être pour commencer le cycle des questions, et je prends tout de suite aussi les questions du public que j'espère qu'ils seront nombreuses. Est-ce que si on arrive à traverser une période sage des 10 ans qui sont devant nous, est-ce que ça veut dire que c'est encore réversible ? Alors, ça dépend de quoi on parle. Hein. C'est-à-dire que certains phénomènes sont encore réversibles et d'autres quasiment pas. Quand on parle notamment de la fonte des glaces, alors on peut la ralentir, mais globalement, on pourra pas revenir en arrière avec les quantités de glace qu'on avait. Ça dépend des phénomènes dont on parle. Mais par contre, vous avez vu, hein, je vous ai donné, effectivement, ça peut être anxiogène, mais on a quand même, suivant les scénarios, ce fameux 1,5 degré, si on arrivait à s'y tenir, globalement, on n'aurait pas
on aurait des inondations, mais pas au point, on pourrait arriver à les gérer. Alors après, je parle de l'Île-de-France, de la Normandie. Malheureusement, je vous ai pas parlé des migrations climatiques, très peu. Il faut bien être conscient que pour certains pays, ça va être très très dur, même à 1,5 degré. Le Sahel, le bassin méditerranéen, le sud de la Méditerranée, ils sont déjà en situation de stress hydrique. Quand vous avez plus d'eau, qu'est-ce que vous faites ? L'eau, c'est la vie. Sans eau, pendant 3 jours, on meurt. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi envisager ces migrations et que vous voyez comment on va, à l'échelle globale, on va augmenter les inégalités. Et quand on augmente les inégalités, à un moment donné, on a de la migration et ça, il va falloir aussi y penser. Mais là encore, les scientifiques ont milité sur ce 1,5 degré parce qu'on estime qu'on peut vraiment, on pourrait s'en sortir quand même à 1,5 degré. À 4 degrés, ça va être terrible. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? C'est toujours les premières, les plus difficiles. Et comme vous avez lancé, c'est bien. Bonjour. J'avais une question par rapport à ce chiffre des 10 ans. Je me demande toujours ce que vous entendez par « on a encore 10 ans ». En fait, on n'a pas encore 10 ans, on a perdu Vous avez entièrement raison. Habituellement, j'ai parlé un peu trop vite, je le dis autrement. Et vous faites bien de me reprendre sur ce point parce que quand je dis 10 ans, il ne faut pas penser, on attend et on prend les mesures dans 10 ans. C'est-à-dire on a 10 ans pour agir, ça veut dire c'est tout de suite et dans les 10 années à venir que tout se joue. C'est-à-dire qu'il va falloir... Alors effectivement, on peut, sur les mesures à prendre, il va falloir y réfléchir, les mesures les plus pertinentes, et les hiérarchiser dans le temps, parce que ça a un coût, tout ça. En se disant, dans les mesures les plus pertinentes, apparemment, c'est celle-là. Et puis après celle-là, et on les met en place pendant les 10 années. Mais effectivement, il ne faut pas attendre 10 ans. C'est tout de suite que tout ça se décide. Okay. Mais il se passe quoi si pendant 10 ans, là, on ne fait rien ? Il se passe tous les scénarios tous les scénarios. Vous voyez, je vous ai toujours dit, il y a un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Si on ne fait rien dans 10 ans, c'est tous les scénarios les plus pessimistes. Voilà. Oui, mais pourquoi 10 ans ? D'autres questions ? Pardon ? Oui, il y avait... Juste, je demandais pourquoi 10 ans ? Parce qu'en réalité, ce qu'on constate, c'est que, vous voyez, il y a ce qu'on appelle une inertie, c'est-à-dire que quand on émet des émissions de gaz à effet de serre, là, je ne vous ai pas montré les origines, j'ai un cours où je vous montre les origines, et on voit que, effectivement, le réchauffement climatique, il est lié aux émissions de gaz à effet de serre, mais vous voyez, la deuxième phase commence dans les années 70, de réchauffement, alors que les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables, c'est l'après-guerre. C'est-à-dire qu'il y a 10, 15, 20 ans entre le moment où on émet du gaz à effet de serre et les effets que l'on va voir. Il y a une dizaine d'années. Donc c'est pour ça que prendre des mesures maintenant, par contre, on verra que les effets dans 10 ans. D'accord. Merci beaucoup pour votre présentation. Ah, pardon. Peut-être c'est mieux comme ça. J'ai une question sur les effets sur les littorales, particulièrement à Étretat et en Normandie en général. Selon vous, ce n'est pas un phénomène complètement nouveau. Il y a des effets qui sont depuis belle lurette et aussi il y a quelques aspects qui sont plus forts à cause du changement climatique. Pouvez-vous ça quantifier peut-être un peu ? Alors, ce qu'on voit, effectivement, le recul du trait de côte, en plus, c'est quelque chose d'inéluctable. Autant sur les inondations, on peut créer des zones tampons pour laisser rentrer l'eau et protéger d'autres endroits. Le recul du trait de côte, l'érosion, effectivement, ça a toujours eu lieu et c'est inéluctable et ça va continuer.
Le problème, c'est que ça va s'intensifier. Pourquoi ? Alors, les chiffres, on n'a pas fait de projection, si vous voulez, on a les chiffres actuels de l'érosion du trait de côte. On n'a pas fait de modélisation et de projection du recul qui va s'accélérer. Mais c'est simplement tout à fait logique parce que souvent, les problèmes d'érosion, en tous les cas à Étretat, c'est plutôt des éboulements qui se produisent à certains moments et qui sont liés au fait que les vagues... Alors, il y a plusieurs phénomènes, les gels, dégels, la pluie, mais c'est aussi surtout le fait que les vagues grignotent le bas de la falaise et créent des surplombs. Et logiquement, je viens de vous dire que la mer va s'élever et on aura plus de tempêtes et donc on va grignoter davantage et donc on aura forcément plus de recul. Voilà. Donc ça, on est sûr que ça va s'intensifier, le quantifier, je ne peux pas vous donner de chiffres. Voilà. Par contre, les chiffres actuels, je ne les ai plus en tête. Si ça vous intéresse, tapez sur Internet Costa et Hall ou Léniel et Hall et vous verrez, on a fait des études avec des mesures avions et on a donné les chiffres de recul de toute la côte normande et on en discutait aussi en aparté, j'ai oublié de le dire, quand vous allez aller sur le terrain, surtout, n'allez pas en pied de falaise, sous les falaises. À cette période, on sort de l'hiver. Quand on sort de l'hiver, après des périodes de gel, et quand il y a de la pluie, c'est souvent là que ça s'écroule. Donc, surtout quand vous allez sur le terrain, là, vous regardez les falaises de loin. Vous n'allez pas... parce que souvent, on a envie d'aller un peu gratter, regarder. Non. Surtout pas cette période-là. Bon. Merci beaucoup. J'avais raison. Oui, vous avez raison. À la prudence. Non, mais si on reste au loin, il n'y a pas de problème. C'est très beau, mais il faut rester au loin. J'ai été étudiant aussi, et je sais ce que c'est. Et notre promo était un peu dissipée. On avait tendance à aller gratter en pied de falaise. Donc, D'autres questions? oui, Est-ce que vous avez des étudiants ukrainiens à Rouen, oui. Ou simplement des fils et des filles de l'oligarque russe? On a des Ukrainiens et des Russes à Rouen, oui. Et on a fait passer des consignes et on a une adresse. Justement, ils peuvent s'adresser directement au président de l'université s'ils ont des soucis. Et on a échangé, pour l'instant, en tous les cas, sur leurs besoins. On a échangé, voir si justement ces étudiants avaient des besoins, des difficultés financières, des besoins. Pour l'instant, ça semble pas le cas, mais oui, il y a des étudiants ukrainiens. Ouais, à Rouen. Normalement, j'ai plus le chiffre en tête, mais on a regardé ça la semaine dernière et j'ai plus le chiffre en tête. Voilà. Merci à vous. Oui, il y a quelques années, logiquement, en été, il faisait plus chaud dans le sud de la France que dans le nord ou à Paris. Or, depuis quelques années, en période de canicule, il fait en fait plus chaud en région parisienne qu'à Nice ou à Montpellier. Quelle est l'explication ? Alors, c'est pas toujours le cas parce que des fois, c'est suivant les étés, mais c'est le problème, ce qu'on appelle, je l'ai pas montré là parce que c'était axé sur le littoral, parce que j'ai d'autres données sur les villes. Et le problème de Paris et l'Île-de-France, c'est clairement la ville. On a ce qu'on appelle des phénomènes d'îlots de chaleur, c'est-à-dire que, et on le voit aussi à Rouen, du fait qu'on est dans une cuvette, et pour un même épisode caniculaire, entre une zone qui serait proche de la Seine ou qui serait plus en forêt et la ville elle-même, vous pouvez avoir des différences de température entre 8 et 10 degrés pour un même épisode. Voilà. Donc voilà, c'est lié au fait qu'on a du béton, qu'on a et dans les mesures, par exemple à Rouen, qu'on est en train de prendre avec la métropole et la ville, puisqu'on est de conseil aussi, c'est de justement d'essayer, quand on peut, de revégétaliser les bâtiments, d'introduire plus de verre, parce que ça, c'est une bonne mesure, parce que quand on introduit de la végétation, on stocke du carbone, donc on atténue. On met des îlots de fraîcheur dans la ville, on diminue les îlots de chaleur, et en plus on désimperméabilise les sols, donc on permet à l'eau de s'infiltrer et peut-être moins de crues et d'inondations. Donc voilà, quand je disais, ça nous amène à, quand on parle de mesures, comment on les hiérarchise, moi je dirais par exemple la végétalisation en ville, ça doit être dans les priorités, voilà, pour diminuer ces phénomènes d'îlots de chaleur. Hein. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas
mettre des grands pots avec des plantes, il faut les planter directement dans la terre. Bah oui. D'accord. On a des végétalisations. On voit dans certaines villes où aussi les toits. On peut, quand ils sont plats, bien évidemment, on peut aussi végétaliser les toits. Voilà. Merci beaucoup, monsieur professionnel Lenel. Concernant les mesures prises de la communauté européenne ou communauté internationale, quelle est votre évaluation de ces mesures actuelles, plus particulièrement le pacte vert de l'Union européenne, par exemple? Oui. Qu'est-ce que vous pensez des mesures actuelles? Alors, le problème, c'est que c'est plein de bonnes intentions, mais c'est pas suffisamment suivi des faits. La preuve, quand on regarde les scénarios dont je vous parle, je vous ai dit le fameux scénario 1,5 degré, on en est loin. Hein. On en est très très loin. On est plutôt sur quasiment du 3 degrés actuellement. En Normandie 2, mais à l'international 3. C'est qu'effectivement, il y a des paroles, hein, mais ça manque encore d'actes, voilà. Malheureusement. Alors, il y avait d'autres questions? Oui. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai une question plutôt pratique par rapport à ce que vous avez expliqué, que vous montrez aussi ces constats et ces simulations aux élus locaux et aux politiciens. Et en fait, ce que je me suis demandé, c'est si vous avez vraiment constaté des différences par rapport à leur politique par la suite de ça, parce que c'est aussi dans vos conclusions, que vous dites qu'il fallait beaucoup plus de formation et d'éducation, et que c'est juste à ce point-là que j'avais quelques doutes, parce que comme vous l'avez dit, il y a ces constats depuis des décennies déjà, et on voit qu'il n'y a pas assez de mesures qui sont prises. Et donc, oui, c'est pour ça que je voulais... Oui, c'est une très bonne question. Alors, je dirais... Parce que j'ai vu qu'il y a quand même un changement quand même des mentalités, de la prise de conscience. C'est déjà ça. Après, il y a les actes, hein, effectivement. Moi, souvent, je prends l'exemple, même dans ma propre université, une conférence sur le changement climatique il y a 10 ans. J'ai dans le grand amphi, j'ai 20 personnes. La dernière fois que je l'ai fait, l'amphi, il était trop petit. Bon, donc déjà, les gens s'informent. Voilà. Là, sur les élus, alors c'est très variable, ça. Voilà, c'est que là aussi, sur les élus, quand on a fait des présentations devant tous les maires, j'ai été très étonné. On a fait ça dans un gymnase. Le gymnase, il était plein. Donc je me suis dit, ils se sont quand même déplacés pour au moins écouter et essayer. Et après, dans les discussions, certains ont dit, ah oui, on ne se rendait pas compte. Mais il y a différents niveaux. Je peux vous prendre des exemples d'élus. Il y a un élu sur une petite ville dont le nom m'échappe là. Quand on a discuté, cet élu a dit, moi, il y a c'est une ville en Normandie, là, sur le nord, justement, un peu pas très loin d'Étretat, qui a dit, moi, pendant des années, j'ai lutté contre la mer. Je mettais des digues, et puis mes digues cassées, et puis ainsi de suite. Il a dit, j'ai compris que de toute façon, le recul du trait de côte, c'est inéluctable, et je peux plus lutter. Donc, de toute façon, je décale. Il a un camping. Le camping, il a dit, on le met 2 km à l'intérieur des terres. Et je vais laisser aussi pour l'inondation, parce que c'est ça aussi, il y a le recul du trait de côte et les inondations. Les Hollandais font ça actuellement, c'est-à-dire qu'ils ont compris que de toute façon, on ne peut pas lutter contre la mer. Donc on ouvre certaines digues, ça s'appelle des zones tampons, on laisse rentrer l'eau à certains endroits pour protéger d'autres endroits. Et là, ce maire, en tous les cas, a compris ça et c'est ce qu'il fait. Voilà. Donc c'est très variable, mais malgré tout, vous voyez, ça avance. Au moins, ils sont là à écouter, ils nous posent des questions. Alors, on les sent aussi, mais c'est pas facile. On les sent un peu perdus aussi, pour certains, parce que c'est pas facile. Et ils attendent peut-être trop des scientifiques aussi. C'est pour ça qu'il faut échanger. Et le maire de Rouen, le président de la métropole de Rouen, il a pris les choses à bras le corps. La végétalisation,
Voilà, il a pris ça en ville, il a pris ça à bras-le-corps. Ils ont mis une plateforme de covoiturage en place, et ils ont mis en place le bus gratuit le samedi pour tout le monde. Voilà. Alors, moi, à un moment donné, j'avais discuté avec lui en lui disant, mais oui, mais le bus, il devrait être gratuit tout le temps. Et puis, il m'a montré la facture à la fin. Donc, j'ai dit, bon, oui, d'accord. Donc, le samedi, c'est déjà pas mal. Voilà. Parce que ça a un coût. Hein, voilà. Monsieur, là, et ensuite vous, et peut-être vous levez encore une fois les mains, monsieur, et il y avait encore quelqu'un d'autre. Vous évoquiez la métropole de Rouen. Est-ce que ça n'est pas contradictoire actuellement qu'on veuille faire un contournement est de Rouen qui va bétonner des zones boisées, rurales et ainsi de suite, d'une part, et puis par rapport au contexte, là qui discutait un peu à contre-courant de l'évolution qu'on veut mettre en place pour préserver l'environnement. Puis d'autre part, je m'interrogeais aussi par rapport au supposé changement du climat qui est une quasi-certitude. Effectivement, est-ce qu'il y a malgré tout un élément positif, parce que vous énumérez des éléments uniquement négatifs, mais est-ce qu'on peut en tirer quelque chose de tout au moins de positif par rapport à ce qui se passe? Puis par ailleurs, je voulais savoir si Le Havre et Caen pouvaient être, qui sont des grandes agglomérations, parce que vous avez parlé d'Étretat, de Rouen. Le Havre et Caen sont-elles concernées par une éventuelle augmentation du niveau de la Manche? Alors, il y a plusieurs questions. Donc, j'essaie. Si j'en oublie une, vous me rappelez. Hein. Le contournement est de Rouen. Je ne pensais pas avoir cette question-là ici, hein, parce que je l'ai à chaque fois à Rouen, mais voilà. C'est que oui, il y a un projet de contournement de la ville avec... Le maire s'est positionné en disant qu'il était contre. Hein. Voilà. Tout le monde, certains se sont positionnés pour, et ça, il y a vraiment des débats. Les chiffres, moi, on me les a donnés. Il semble qu'effectivement, parce qu'après, ce qui est dit aussi, il y a des problèmes de pollution aussi à Rouen. Hein, voilà, donc on diminue la pollution si on fait un contournement éventuellement. Mais effectivement, on met davantage de béton et on artificialise les terrains. Et en tous les cas, le maire de Rouen, qui à un moment donné, quand il était président du conseil régional, était peut-être plutôt pour, a changé d'avis au regard des chiffres et il ne financera pas, en tous les cas, le contournement est de Rouen. Voilà. Donc ça, c'était la première question. J'ai oublié celle du... Ah oui, sur le positif. Oui, il peut y avoir des impacts positifs. Mais quand on fait le bilan, pourquoi on présente beaucoup le négatif? Parce que finalement, quand on fait le bilan entre positif et négatif, c'est le négatif qui l'emporte. Par contre, si on limite à 1,5 degré, toujours la même chose, c'est que, vous voyez, on peut avoir des impacts positifs dans certains domaines. On peut avoir certains impacts positifs sur l'agriculture, par exemple. Hein. C'est plutôt 1 degré, l'agriculture. Hein. Normalement, on peut augmenter les rendements avec plus 1 degré. Donc oui, il peut y avoir des impacts positifs, mais quand on arrive à des chiffres à 3 et 4 degrés, il faut vraiment les chercher. Hein. Voilà. Et puis, est-ce que la ville de Caen et du Havre sont concernées? Le Havre, oui. Le Havre, pleinement. Hein. On est en bord de mer. Quasiment plus. C'est la même chose que Rouen, et je dirais en pire, parce qu'il y a les tempêtes. Voilà. Et puis, sur Havre, on a beaucoup de sites Céveso. Quand on est un peu plus loin de la mer, mais n'empêche que l'estuaire de l'Orne, on va avoir des inondations. Il y a moins de sites Céveso à Caen. Voilà. Mais c'est pareil, il y a, vous voyez, ça dépend de quoi on parle. Quand on pourrait avoir quand même des inondations avec l'Orne, les phénomènes d'îlots de chaleur un peu moins qu'à Rouen. Voilà. Donc après, Caen est sera a priori un peu moins touché que Le Havre ou Rouen. Voilà. Avant de passer la parole à monsieur... Ah oui, pardon. Ouais. Il y a quelqu'un c'est monsieur ou madame Pouget, qui juste fait une observation, qui dit « La commune de Quiberville en Normandie a reçu des financements européens pour ouvrir la digue et faire pénétrer la mer dans la vallée ». Je pense que c'est un exemple que vous connaissez. Oui, c'est exactement quand je disais que le nom de la ville m'échappait. Merci à la personne, parce que c'est Quiberville dont je parlais. Qui
s'il y a quelqu'un qui nous suit en distanciel, s'il y a d'autres questions de notre public qui nous est connecté, c'est l'occasion de les poser maintenant. Et maintenant, je passe la parole à monsieur qui attend déjà. Merci à tous pour cette conférence. Alors, ma première question concerne déjà, parce que je sais qu'à Copenhague, en 2009, lors de la conférence, il a été décidé de réduire les émissions de gaz à effet de serre à un scénario de 2%. Et pendant la COP21, il était question de le réduire à 1,5%. Donc, je ne sais pas sur quelle base sont établis ces scénarios déjà. Et pourquoi, pour un scénario de 2%, ça n'a pas été atteint et on descend à 1,5%. Donc, j'aimerais comprendre déjà sur ces questions-là, sur cette situation. Et la deuxième question concerne aussi quel serait le rôle de la finance, notamment pour notamment atteindre ces objectifs. Est-ce que ça pourrait passer par les investissements verts, notamment pour lutter contre le greenwashing des entreprises? Donc, voilà, c'est ces questions que je voulais poser. Merci. Merci. La première, je ne suis pas sûr de totalement d'avoir... vous pouvez, à la rigueur, laisser le micro, parce que la première, je ne suis pas forcément sûr d'avoir bien compris la question. Alors, en fait, la première question concerne, j'ai commencé par la conférence de Copenhague, qui portait notamment sur un scénario de 2%, si j'ai bonne mémoire. C'est ça que je ne comprends pas, le scénario de 2%? En fait, c'était de réduire les gaz à effet de serre sur un scénario de 2%. Non, on est sur 2. Non, c'est le chiffre, à mon avis, n'est pas bon. Hein. C'était et par exemple, je pense pas que c'était ce chiffre. Et là, sur la COP21, c'était on atteint en 2050 le net zéro. C'est ça qui est important. Et le net zéro, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on n'émet plus. Ça veut dire que tout ce qu'on émet est recyclé. Voilà. En fait, je pense à 2 degrés Celsius. Ah voilà, parce que vous avez dit 2%, et donc c'est pour ça que je comprenais pas. Ah oui, c'est la température. Ok. Voilà, la température. Donc du coup, je voulais savoir pourquoi ces scénarios, sur quelle base sont établis ces scénarios-là, et pourquoi ces scénarios n'avaient pas été atteints, et du coup, pendant la COP21, on est descendu à 1,5. Alors parce qu'il y a aussi des avancées scientifiques, donc c'est vrai qu'on était à 2 degrés, et puis on s'est aperçu que finalement à 2 degrés, les conséquences, justement quand on parlait de bilan positif et négatif, à 2 degrés, c'était vraiment finalement encore trop important et qu'il fallait faire des efforts et descendre à 1,5 degré. Le mieux aurait été 1 degré. Donc c'est pour ça qu'à la COP21, au début de la COP21, on était à 2 degrés. Et à la fin de la COP21, effectivement, on a dit oui, mais il faut faire l'effort soit plus grand et qu'on soit à 5 degrés pour justement minimiser les impacts. Et d'ailleurs, entre le 5e et le 6e rapport du GIEC, je vous invite à le regarder, il y a un rapport intermédiaire qui indique les impacts à 1,5 degré et les impacts à 2. Et qui montre bien les différences qu'il y a pour 0,5 degrés. Alors les scénarios, ils sont faits comment? En réalité, on connaît comment fonctionne le climat. Pour faire simple, le climat, c'est une circulation atmosphérique, une circulation océanique, les reliefs et l'éloignement à la mer. Et dans nos scénarios, on sait reproduire à peu près le climat passé. Et donc, une fois qu'on sait, avec nos modèles, reproduire le climat passé, on se projette vers l'avenir et en intégrant dans nos modèles de circulation atmosphérique et océanique des perturbateurs, et notamment les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est grâce à ça, on va jouer sur les quantités dans notre modèle de quantité d'émissions de gaz à effet de serre, et en fonction de la quantité d'émissions, on voit quelle température on obtient. Voilà. Et puis la finance, oui, la finance a un rôle à jouer, mais moi je suis pas économiste, donc je pourrais pas vraiment répondre à ça, mais tout le monde a un rôle à jouer, bien évidemment. Parce que ça, effectivement, les mesures que l'on veut prendre, ça a un coût. Hein. Et il faut les financer. Ouais. Merci beaucoup. J'ai deux questions. Une par rapport à la loi climat et résilience de la
c'est nouveau, je pense. Et j'ai lu qu'il y a une liste de villes qui sont les plus en danger et il faut que les villes décident ou déclarent des zones qui sont pas bonnes pour habitation encore et choses comme ça. Pensez-vous, peut-être c'est aussi une question franco-allemande un peu, c'est une bonne chemin de faire le politique un peu plus local ou pensez-vous que c'était plus efficace de le faire un peu plus centraliste? Et ma deuxième question, c'est sur l'adaptation des centrales nucléaires pour les risques climatiques parce que évidemment, non. Mais j'ai lu au Havre, je pense, il y a une centrale nucléaire. Et en Normandie, il y a plein de centrales. Et si on y a des inondations, ça peut être un peu dangereux, peut-être. Mais j'espère que la France a plein des experts. Merci beaucoup. Oui, alors, je me souviens plus du début parce que les centrales nucléaires m'ont accaparé l'esprit. Ouais, voilà, je vais commencer par ça. Oui, en plus la Normandie, c'est pas les centrales nucléaires, c'est pas au Havre, c'est ailleurs, mais la Normandie est la 4e région du monde la plus nucléarisée. Voilà. Donc effectivement, et les centrales nucléaires sont sur le littoral pour la plupart. Donc oui, ça peut être un souci, hein, mais quand on parle, ce qu'il faut comprendre, vous avez vu en Allemagne le choix, hein, c'est que le problème actuellement, en termes d'énergie, on n'a pas 30 000 solutions. Les énergies renouvelables, c'est très bien, mais si on arrête le nucléaire du jour au lendemain, on n'a plus d'électricité, on ne produit plus assez. Donc la question se pose, hein. L'Allemagne a choisi de repartir sur le charbon. Hein. Le charbon, je suis désolé, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Provisoirement. Mais comme il faut agir dans les 10 ans, j'espère que vous savez, le provisoire qui dure, des fois, donc ça, j'espère que ce ne sera que provisoire. Mais il ne faut pas penser que aussi les énergies renouvelables, c'est fantastique. Oui, c'est fantastique en termes d'émissions de CO2. Parce qu'effectivement, quand on a une centrale à charbon, on émet du CO2. Sauf que les énergies renouvelables, les panneaux solaires, les pales d'éoliennes, vous avez des terres rares. Et s'ils s'appellent terres rares, c'est que c'est rare à trouver. Et donc, on est en train en Chine, en Bolivie, d'exploiter les terres rares. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi réfléchir à d'autres, peut-être, innovations. C'est pour ça qu'on parle de mix énergétique, parce que tout a un impact sur l'environnement. Tout a forcément un impact. Mais ne faire que des pales d'éoliennes ou que de l'électrique, ce serait aussi aller à la catastrophe. Donc, il faut diversifier. Et pour l'instant, le nucléaire, j'ai fait une conférence à EDF, hein, donc on a discuté de ces choses-là. Et oui, il y a des anti-nucléaires. Oui, parce qu'il y a des risques, on est d'accord. Mais à un moment donné, tant qu'on n'a pas autre chose, on ne peut pas vraiment s'en passer, quoi. Ou alors, on réouvre des centrales à charbon, le gaz. Mais le gaz, vous avez vu ce qui se passe en Ukraine. D'autres dépendances. La dépendance énergétique. Et justement, les scientifiques parle de ces choses-là depuis très longtemps. Et là, on a un exemple de notre dépendance énergétique. Et donc, il faut diversifier nos énergies. Donc, le nucléaire, malheureusement, pour l'instant, en France, on en a besoin. Même les discussions que j'ai eues avec EDF, hein, certains sont très pro-nucléaire, mais certains ont dit oui, on peut passer à autre chose, mais pour l'instant, oui, on passera à autre chose quand on aura les innovations pour passer à autre chose. Voilà. Et quand on sera en mesure de produire ce qu'il nous faut, quoi. Mais c'est pour ça aussi qu'il va falloir faire preuve un petit peu de sobriété aussi, vous voyez. Mais donc, si j'ai compris bien, vous êtes en échange avec l'EDF et donc il connaît bien les risques. Oui. Et il prend des mesures pour le protéger. On travaille avec eux sur ces problèmes-là. Pour vous dire, je les ai rencontrés. On est en train de mettre en place ce qu'on appelle une plateforme numérique sur les risques avec eux. Et on travaille avec eux
notamment avec nos connaissances sur les inondations, et ils sont très intéressés par nos projections, bien évidemment, parce que le nucléaire est quand même très, très sécurisé. Alors effectivement, ce qui s'est passé au Japon, voilà, c'était un tsunami. Normalement, chez nous, on ne doit pas avoir de tsunami. Voilà. Donc ce risque-là, on ne doit pas l'avoir. Mais n'empêche que les tempêtes, on en aura de plus en plus et plus intenses. Donc là, on est en train de, on travaille avec eux sur ces problématiques-là. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Sinon, il faudrait peut-être qu'on clore un peu le débat. Par contre, vous avez vu mon adresse email. Donc pour les plus timides, vous pouvez m'envoyer par mail et je répondrai. Alors par contre, il y a un délai d'attente. Vous savez, il y a un délai d'attente. Parce que comme je tourne à plus de 100 mails par jour, je réponds à tous mes mails, mais il ne faut pas être pressé. D'accord? Est-ce qu'il y a des pays qui ont été précurseurs en matière de lutte contre l'érosion? Alors, lutte contre l'érosion ou contre le changement climatique en général. Ouais. Ah oui, typiquement les pays nordiques. Voilà. Moi, j'ai des exemples en Suède, notamment de villes autonomes en termes d'énergie. Oui. J'ai incité la région Normandie à un moment donné qu'on aille en Finlande, qu'on aille en Suède, voir des exemples. On a un certain nombre de pays. Je citerai les pays nordiques vraiment comme des bons exemples. Ouais. Alors après, il y a des pays comme les Pays-Bas, pour les inondations. Alors là, forcément, ils sont confrontés, le niveau est tellement bas, et là, ils sont très précurseurs. C'est-à-dire qu'en termes comme je le disais, ils ouvrent leurs digues à certains endroits pour que l'eau rentre et tamponne et ils en protègent d'autres. Dans les habitations qui sont construites aussi, les habitations sont construites maintenant en disant les quartiers seront inondés, voilà, sur pilotis, et ils sont très précurseurs. Mais ils sont précurseurs parce qu'autrement, le pays quasiment disparaît, quoi. Par contre, à l'inverse, on a des pays qui ne sont pas très précurseurs. Voilà. Je citerai, je suis désolé, l'Arabie Saoudite. Là, les négociations, dans la semaine prochaine, j'appréhende. Quand on négocie le résumé pour les décideurs ligne par ligne, l'Arabie Saoudite et l'Inde contestent toutes les lignes. On met deux semaines de négociation pour 40 pages. Et le record, ça a été une session de 3 heures à prouver 3 lignes. Voilà. Ouais. Bon, je ne voulais pas montrer du doigt certains pays, mais vous savez bien pourquoi. Voilà. Michel, non? Encore une question? Non. Vous vouliez parler peut-être ou nous raconter comment ça se passe dans le cadre de votre coopération avec la NASA. La question des satellites, parce vous avez souligné l'importance des satellites, et je pense là c'est justement une question de satellites aussi. Oui, c'est-à-dire que vous voyez, pour faire les projections, on a les modèles dont on a un peu parlé. Mais qu'est-ce qu'on a à disposition aussi comme données? Donc on a des données. Les stations météo, il y en a dans tous les pays, donc on a des données météo. On a des données sur l'élévation du niveau des mers, mais les stations de mesure sont des stations ponctuelles à un endroit donné, et dans certains pays, même les stations météo, vous pouvez en avoir une, et puis l'autre est 100 km plus loin. Donc comment vous faites les liens entre deux stations? Donc l'avantage des satellites, c'est que vous avez une couverture globale, que vous n'avez pas forcément avec les stations de mesure. Donc vous avez cette couverture globale, vous avez des précisions importantes maintenant, mais ils ont aussi un désavantage. C'est-à-dire pourquoi on a besoin des deux? C'est que quand on a les mesures sur le terrain, on a des stations avec des données longues et des mesures tous les jours. Un satellite, il ne passe pas tous les jours au même endroit. Donc le satellite, son avantage, c'est qu'on a des données sur toute la Terre, mais le satellite, il va passer tous les 5 jours, ou tous les 10 jours, ou tous les 20 jours. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux. Mais voilà, il y a eu une avancée remarquable avec les satellites, parce que on avait des mesures ponctuelles, on n'avait pas cette vision d'ensemble sur l'élévation du niveau des mers. Maintenant, grâce aux satellites, on a une vision d'ensemble sur la fonte des glaciers, sur l'élévation du niveau des mers. Les satellites nous permettent d'avoir des données là où c'est très peu accessible.
hein, et c'est ça l'avantage. Et c'est vrai que on développe, quand on regarde ce qui est fait au niveau des satellites, on peut tout mesurer avec les satellites maintenant, hein. On mesure les températures, on mesure la quantité de vapeur d'eau, on mesure les précipitations, on mesure l'évolution des lacs, des rivières, des océans, on mesure même les eaux souterraines. Voilà, donc, et ça, et nous, voilà, moi je travaille avec la NASA sur un gros projet, le satellite, vous pourrez regarder, ça s'appelle SWOT, S-W-O-T, Surface Water and Ocean Topography. C'est un satellite très révolutionnaire parce qu'il va nous permettre d'avoir des hauteurs d'eau sur toute la planète, sur les océans, sur les lacs, sur les rivières, avec des précisions verticales. On est capable de mesurer des différences de 3 cm, de 3 à 10 cm. Et jusqu'à maintenant, les satellites ne permettaient de regarder pour la mesure, c'est-à-dire que c'est à la fois de l'image, hein, parce que les satellites peuvent faire de l'image, mais c'est aussi, ils mesurent la hauteur. Hein. Et jusqu'à maintenant, les satellites ne permettaient que de travailler sur les grands fleuves mondiaux, l'Amazon, le Mississippi. Celui-ci, on pourra mesurer des fleuves d'une largeur de 50 mètres. C'est vraiment un satellite vraiment révolutionnaire et il va être lancé en 2022. Et moi, je coordonne, il y a plusieurs collègues coordinateurs, il y a un coordinateur pour les lacs et les rivières, américain, français, il y en a un pour les océans, et moi, je coordonne pour la NASA et le CNES toutes les mesures qui sont faites à l'échelle du globe sur les littoraux, sur les zones côtières et dans les estuaires. Et éventuellement, des fois, on prend des étudiants en stage. Moi, j'ai envoyé un de mes étudiants à la NASA. Ouais. J'ai été pendant 6 mois en détachement au grand centre de la NASA en Californie qui s'appelle le Jet Propulsion Laboratory, qui est à côté de Los Angeles, donc l'endroit est assez agréable. Et c'est un des grands centres, et voilà, j'ai déjà envoyé un étudiant là-bas en master en plus, et après il a continué en thèse, et là il retourne en postdoc, donc il y a des opportunités comme ça. Même moi tout jeune, j'aurais jamais pensé aller travailler là-bas, et voilà. Ce centre-là, si vous tapez Jet Propulsion Laboratory, c'est le centre, c'est un centre vraiment très important. C'est lui qui a mis aussi toute la mission sur Mars, hein, avec tout ce qui est fait sur Mars, c'est eux qui sont occupés de ça. Et puis pour ceux qui ont vu le film Seul sur Mars avec Matt Damon, si vous regardez ceux qui lui résolvent son problème, c'est Jet Propulsion Laboratory. Voilà. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de notre soirée qui était vraiment très très riche. Il resterait encore de la matière pour discuter. Je pense que ça a donné aux étudiants qui vont se déplacer ce week-end à Etretat, ça leur a ouvert les yeux. Je pense que ça a donné beaucoup plus d'informations aussi sur les risques. Merci pour ce conseil aussi de ne pas se rendre trop proche et en dessous des falaises. Surtout quand vous voyez, encore quand c'est bien rectiligne, bon, faut quand même mieux éviter, mais dès que vous voyez un petit surplomb comme ça, n'allez surtout pas sur le surplomb parce que c'est ça qui tombe. Hein. Et puis, je pense on pourrait terminer cette soirée en vous remerciant très, très chaleureusement. Je dois dire, s'il y a toujours à la fin ce conseil de sobriété, c'est un peu... Bon, c'est vrai, ça passe pas trop bien peut-être, mais je pense dans le contexte que vous avez développé, qui est tellement urgent, qui montre à quel point tous les gestes sont nécessaires. Je pense que c'était bien entendu. J'espère aussi d'ailleurs que vous serez bien entendu aussi par les milieux politiques, hein, même peut-être avant les élections, que vous aurez l'occasion d'être invité à l'Élysée, peut-être. J'ai des doutes, mais on a écrit, il y a un groupement des présidents d'université qui s'appelle France Université, là, et la CPU,
Et justement, il y a un comité de la transition socio-écologique et on a écrit, hein, les membres, une lettre pour les candidats à la présidence. Voilà. D'accord. Mais on ne On fait pas verra. de politique. Seulement, on a compris que c'est vraiment une thématique qui est très, très, très d'une urgence incroyable et qu'il faut vraiment faire quelque chose. Merci beaucoup. Merci d'avoir contribué à nous éclairer là-dessus. Je pense qu'on a encore beaucoup plus plus besoin de ces conférences parce que vous voyez, notre auditorium pourrait être tout à fait plein. Mais la prochaine fois, quand vous viendrez, ça sera le cas parce que je pense que ça va continuer à laisser des traces. J'espère. Et puis, merci vraiment pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir pour moi d'échanger parce que c'est vraiment important aussi. Moi, j'ai dit souvent, bon, la présentation est une chose, mais l'échange est important parce que moi, ça me permet aussi de voir comment vous comprenez les choses, votre sensibilité par rapport à ça. Et si vous me réinvitez, je reviendrai avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup.